On va tenter de tenir, c'est bon. Tu vois, tu tiens toute seule, c'est trop bien. C'est la magie du fond. Oh, ah non, ok. C'est bien. Oh mon dieu, tu vois tout son collant. Oui, t'as un bon moment à parler. Bonjour à tous. Alors, c'est l'heure du câlin de Mishka, qui n'apprécie pas quand je parle, donc c'est déjà fini. Hop. Et donc je me rattache les cheveux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs livres de 2024 jusqu'à maintenant. Alors, je vous ai déjà parlé des 2 meilleurs dans la vidéo du Media Book Record Tag. Donc je en parlerai en dernier. Je vais commencer par vous parler du coup des mentions honorables. Alors, pas les mentions honorables dont je vous ai parlé. Hein. En fait, j'ai fait la liste des meilleurs livres. J'ai fluoté les meilleurs de chez meilleurs. Et donc c'est eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais j'ai ceux que je n'ai pas fluotés, du coup je vais vous en parler en tant que mention honorable. Après il y a d'autres mentions honorables, je peux vous faire une vidéo exprès dessus. Donc là déjà je vais vous parler de ceux qui font partie des meilleurs sans faire partie des meilleurs. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, on va essayer d'être rapide et efficace, qu'on n'est jamais, hein, clairement. Soyons honnêtes. Hein. On va commencer donc par... On va faire chronologique et après je vous parlerai des meilleures lectures et je vous parlerai donc des 2 livres dont je vous ai déjà parlé à la fin parce que je vous en ai déjà parlé. Et que ce sont les 2 meilleurs pour l'instant. Le premier livre dont je vais vous parler c'est The 7 Year Slip d'Ashley Poston qui n'a pas encore été traduit il me semble. Ah oui, je suis arrivée à 2000 livres lus. La satisfaction incroyable de ce chiffre. The 7 Year Slip d'Ashley Poston qui est une romance où on va suivre Clémentine qui va vivre dans l'appartement de sa tante. Et elle va se rendre compte qu'en fait cet appartement est un petit peu spécial puisqu'elle va parfois, quand elle entre dans l'appartement, aller en fait 7 ans en arrière. Et elle va y rencontrer un homme étrange on va dire, puisqu'il est là et qu'il lui parle de choses qui se sont passées 7 ans avant. Et donc va se développer peut-être une histoire d'amour. Donc voilà. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire elle-même. Je vais vous parler surtout de ce que j'en ai pensé. Alors j'avais lu The Dead Romantics l'année dernière, j'avais adoré. Alors je vais essayer d'être assez rapide avec les mentions honorables, j'y arrive jamais mais on va essayer quand même. J'avais adoré The Dead Romantics parce que voilà, c'était une héroïne qui pouvait voir des fantômes et je trouvais ça génial. J'en dis pas plus sur The Dead Romantics, ce livre est génial. Et donc j'aime beaucoup les prémices de cette autrice. J'ai lu d'autres livres d'elle qui n'ont pas ces prémices un peu fantastiques entre guillemets, paranormaux en tout cas. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai adoré The Dead Romantics, on va tenter The 7 Year Slip, qui était génial. Même si, alors j'ai écrit que j'avais eu du mal avec le personnage principal parce que elle a des... En fait, il y a des moments, c'est le même problème que j'ai eu avec The Undertaking of Art and Mercy, c'est-à-dire que les personnages commentent le physique de l'autre, ou fantasment sur le physique de l'autre, ou alors elles se retrouvent distraites, ou elles ne sont plus tout à fait elles-mêmes, ou alors elles se, oh là là, elles se sentent pas bien, ou elles se sentent rougir, ou je ne sais quoi, enfin bref. Il y a ce délire de oh là là, mon dieu, mais comment puis-je réfléchir avec ces abdominaux? Non, mais arrêtez, pitié, s'il vous plaît, stop, merci. Donc voilà, je déteste ce genre de choses dans la romance, et donc ça m'a énervé dès le début. Mais j'ai beaucoup aimé la construction de la romance elle-même, dont je ne peux pas vous parler, parce que du coup, ça spoil. Mais c'était super intéressant parce que ça pose tout un tas de questions sur l'amour, l'évolution de l'amour. Est-ce que le temps a un impact sur cette évolution? J'ai adoré. Ça parle aussi de l'édition en fait, parce que les personnages sont entourés de livres et ils travaillent dans l'édition, ou autour des livres. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Et surtout ce que j'ai préféré. Ah, sa tante s'appelle Anna Léa. Je l'ai pas dit du coup dans la vidéo précédente. Mais ce que j'ai adoré surtout c'est la relation entre Clémentine et sa tante Anna Léa. C'était juste adorable. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était pas une relation qu'on mettait souvent en avant, tante et nièce. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça très touchant. C'est ma partie préférée du roman. Ce qui peut paraître étrange dans une romance, mais vraiment c'était la relation que j'ai préféré voir évoluer et que j'ai préféré, enfin j'ai adoré les moments en fait où elles étaient ensemble, c'était génial. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux rien vous spoiler, mais j'ai adoré. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il y ait une référence à The Dead Romantics dans The 7 Year Slip, parce que du coup je me dis en fait tous les romans qu'elle est en train d'écrire, il va y avoir une référence éventuelle
Voilà, c'est une espèce de série où des livres compagnons. Et du coup, je pense que dans A Novel Love Story, qui se centre sur une autrice cette fois, et plus sur des personnages qui font partie de maisons d'édition, peut-être qu'on va nous parler encore des personnages qu'on a quittés précédemment, donc Clémentine et alors les deux autres, mon dieu, je me souviens plus des personnages qui peuplent Dead Romantics, surtout l'héroïne qui s'appelle Florence, voilà. Donc je suppose qu'on va retrouver Florence et j'ai hâte, je trouve ça vraiment top, j'espère qu'on la retrouvera. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu cette petite référence, et donc Vessalonian Slip fait partie des mentions honorables. Je lui ai mis, je crois, 4 étoiles et demie, je ne sais plus, est-ce que je lui ai mis 5 ? Non, 4 et demi. Ensuite on a The Family Game, un roman, alors le deuxième thriller que j'ai adoré cette année, mais auquel j'ai mis 4 étoiles et demie aussi. C'est ce que je vous ai dit en début d'année, j'avais envie d'action et du coup j'ai lu beaucoup de thrillers. Et alors The Family Game, l'idée était géniale puisqu'en fait on nous expliquait que en gros elle allait, enfin le personnage principal qui s'appelle, alors je sais plus, Henry je crois, Harry, c'est une jeune femme. Harry va rencontrer la famille de son futur mari, Edward, et elle se rend compte que c'est une famille assez spéciale puisqu'ils ont ce qu'on appelle Family Game, donc ils font des jeux, il y a des espèces d'épreuves en fait, pour savoir si tu peux appartenir à la famille ou pas. Et j'adore ce genre de concept, mais vraiment j'adore. Il y a juste un élément qui m'a beaucoup gênée, mais vraiment, beaucoup gênée. C'était la façon dont l'autrice va parler du père de son fiancé. C'est non. C'est non. C'est non. C'était malsain et c'était non. Voilà. Et je vais quand même vous parler de ce que j'ai aimé. Alors j'ai trouvé ça, enfin j'adore en fait, qui se centre autour des épreuves, des secrets de famille et aussi des familles riches. Et du coup forcément là ça regroupait beaucoup de tropes que j'adorais. D'ailleurs j'ai fait une liste des tropes que j'adore, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, ça réunissait vraiment beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans les livres. Donc je me suis attachée au personnage principal. Je l'ai beaucoup aimé, en plus c'est une autrice, du coup j'ai vraiment aimé la suivre. Il y a vraiment une tension et un danger, on sent qu'elle peut mourir à tout instant. Et ça j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai aimé que ce soit tiré par les cheveux et pas du tout vraisemblable. Parce que du coup je pense qu'à ce moment-là j'avais besoin de ça. Et d'ailleurs quand on regarde les livres dont je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo, donc The Writing Retreat et Catherine Hanks, on peut éventuellement dire aussi que ce sont des livres qui vont trop loin. Et du coup qui ne semblent pas vraisemblables. Et moi j'ai trouvé ça génial. Enfin je sais pas, moi j'ai adoré. Ça m'a complètement emporté dans le livre. Mais en même temps, j'ai trouvé ça tellement réel. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait un truc qui fonctionnait vachement bien dans ce livre. Et bon, alors ça, je peux pas vous le dire. Parce que c'est un spoiler. Est-ce qu'il est bien noté, Family Game, contrairement aux deux autres livres dont je vous ai parlé. J'ai beaucoup aimé la fin, mais je peux pas vous dire pourquoi. C'est un spoiler. L'une de mes parties préférées, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'Harry est écrivaine. Et donc, je sais pas, moi j'ai adoré en fait suivre sa routine d'écriture. J'avais l'impression d'être avec elle et je me disais, oh, moi aussi je pourrais le faire. Et d'ailleurs, il faut que je me mette aussi. Et du coup, je sais pas, j'ai aimé être comme ça avec elle pendant ces sessions d'écriture. J'ai trouvé ça vraiment top. J'ai aimé en fait partager son quotidien. J'ai beaucoup aimé la référence à Krampusnacht et j'ai vraiment eu peur pendant la scène où on nous fait vivre en fait cette scène de Krampusnacht. C'était quelque chose qui m'a pas plu. Oui, le synopsis nous fait comprendre qu'en fait tout va se passer à Noël et en fait c'est vrai. Sauf qu'en fait l'intrigue ne se passe pas qu'à Noël. Ça se passe sur des mois. Et du coup le fait que dans le synopsis on nous dise attention ça arrive à Noël. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que c'est pas le cas. Donc bon, si vous voulez lire le livre, ça ne se passe pas qu'à Noël, ça se passe sur plusieurs mois et ça se passe à plusieurs moments où il y a des épreuves en fait pour appartenir à la famille, donc les fameux jeux de famille ou jeux familiaux. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai été super embarrassée par la façon dont Harry va considérer le père de son fiancé Edward, et c'était un gros non pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas qu'il n'a pas eu la note maximale, que c'est que un 4,5 sur 5. Mais vraiment j'ai adoré ce livre et plus j'y pense et plus je me dis que c'est un de mes livres préférés de l'année. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Un livre dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Où est-il? Il est là. Vera Wong's Unsolicited Advice for Mothers de Jessie Q. Sutanto. Alors ici, il y a que, enfin dans l'édition que j'ai lue, il n'y a que Jessie Sutanto, qui est donc une autrice indonésienne d'origine indonésienne. Je crois qu'elle vit toujours en Indonésie, enfin elle vit en Indonésie ou qu'elle est retournée vivre en Indonésie. Bref. On va suivre une vieille dame, hein, elle a 60 ans. Vera Wong, qui est experte en thé, mais qui est aussi détective amatrice, et il va y avoir un meurtre dans sa boutique de thé, et donc elle va vouloir le résoudre.
C'était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Alors, c'est pas... J'ai mis 4 étoiles à ce roman. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je l'ai lu pour le Literally Dead Book Club. Donc le book club de Kayla de la chaîne Books and Lala. Je m'attendais à rien. Et du coup, je suis entrée avec pas vraiment d'attente, ce qui est parfait. Je me suis beaucoup attachée à Vera. J'ai adoré les relations qu'elle tisse avec les personnages qui l'entourent. J'ai surtout beaucoup aimé ça en fait. C'est surtout ça qui m'a plu. Je l'ai pas lu pour le mystère en fait, parce que c'est un crime mystery novel. Et du coup, c'est pas vraiment pour ça que je l'ai lu. Donc voilà, je m'en fichais un peu de qui était le coupable, même si j'ai deviné vachement à l'avance en fait qui était le coupable. Par contre, il y a certaines choses où j'ai eu un peu de mal. Alors bon, j'ai eu du mal avec la réaction d'un personnage quand elle en rencontre un autre, parce que c'est un petit peu comme mon problème avec The Seven Years Sleep, le fait de se concentrer sur le physique et sur le désir qu'on ressent pour un personnage et la réaction à ça. Oh, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai pas trop aimé. C'était aussi un peu facile ce qui s'est passé. Ouais, je trouvais que tout était trop facile, peut-être. Donc c'était pas très vraisemblable, et ça, du coup, ça m'a un petit peu éloigné de l'histoire. Mais en fait, ce sont les personnages que je trouvais vraiment complexes et qui étaient vraiment... Oui, on aurait pu les croiser dans la rue, et du coup, ça a fait que j'ai adoré le livre. Voilà. Alors, adoré, pas au point de lui mettre 5 étoiles, mais quand même, c'est un livre qui reste avec moi, du coup. Donc j'ai adoré Vera. Je la trouve insupportable et en même temps je la trouve adorable parce que, voilà. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée à son sujet, mais je peux pas vous dire quoi parce que c'est pour moi un spoiler. J'ai trouvé par contre que c'était assez invraisemblable ce que les personnages la laissent faire. J'ai trouvé que non. Voilà, j'étais pas convaincue par cet aspect du livre. J'ai aimé la voir à travers les autres. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle crée des nouvelles relations en fait au fur et à mesure du livre. Et j'ai adoré la voir dans les yeux des autres. Alors Michel va monter dans son arbre à chat. Hop. Tu montes pas? Tu doutes? T'as quand même? Tu montes? Allez vas-y. C'est bien, t'es grande. J'ai beaucoup aimé qu'on nous parle de ses talents en cuisine et de son expertise du thé, parce que du coup ça m'a donné faim ce livre. Vraiment ça m'a donné faim, ça m'a donné envie de manger tout ce qu'elle préparait au fur et à mesure du temps. Et j'ai trouvé qu'elle avait une forme de super pouvoir en fait, Vera, dans sa façon de préparer à manger pour les gens. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et oui, donc j'ai dit que ça m'avait donné faim. Et adoré la narratrice, Eunice Wong. Elle narre vachement bien et elle incarne les personnages, j'ai adoré. Et du coup, même si il y avait pas mal d'inconvénients ou de choses qui me plaisaient pas dans le roman, bah en fait, grâce au personnage, j'ai adoré ce livre. Et du coup, j'ai lu d'autres livres entre temps de l'autrice, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense, parce qu'ils ne font pas partie des meilleurs de l'année. Ensuite, on a Tooth and Claw de Jo Walton, que j'aurais clairement, qui est clairement à sa place dans les meilleurs livres de l'année. J'ai adoré ce livre, clairement, j'ai adoré. Alors, on nous parle de Pride and Prejudice, mais avec des dragons. Donc, Orgueil et Préjugés, mais avec des dragons. Oui, c'est vrai. Alors, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Est-ce que je lui ai pas vraiment enlevé d'étoiles? J'aurais en fait clairement pu le mettre tout en haut. J'ai adoré ce livre. Il était trop bien. On nous parle effectivement de dragons qui ont donc une conscience, qui parlent et tout. Et donc, on découvre toute une nouvelle culture avec les contraintes victoriennes en même temps. C'était génial. Le style d'écriture de Jo Walton est incroyable. Du coup, j'ai très envie de lire absolument tous ses romans. D'ailleurs, je pense que dans ma prochaine commande, je vais mettre un roman d'elle parce que j'ai envie de continuer à la lire. C'était génial. En fait, c'était trop bien. J'ai adoré. Voilà. Que vous dire de plus pour vous donner envie de le lire? Il y a certains éléments qui m'ont... Je me suis dit, ok, d'accord. J'ai été, par contre, alors ça m'est arrivé aussi en lisant pour la première fois Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés. J'ai été super stressée à un moment donné, je me suis dit, il faut que je finisse ce livre, il faut que je sache comment ça se termine. Parce que je ne peux pas, c'est pas possible, je ne sais pas pourquoi. Mais dans les romances dans lesquelles je suis vraiment impliquée, il faut que je sache si les personnages finissent ensemble, sinon je peux pas dormir. Donc voilà, donc à un moment donné, il fallait que je finisse ce livre parce que c'était trop pour moi. Et voilà, j'ai adoré. Que vous dire de plus? Oui, en gros, c'est un monde de fantasy où les dragons sont l'espèce principale, ce qui est génial, qui fait miroir donc aux règles victoriennes en ajoutant certaines et en enlevant d'autres, parce que du coup, il faut que ça s'adapte aux dragons eux-mêmes. C'était étrange, c'était drôle parfois. C'était aussi très cruel, hein, voilà. Et j'ai eu du mal aussi à imaginer, parce que là, je l'ai écrit, hein, j'ai eu beaucoup de mal à imaginer certaines choses, parce que les dragons sont censés être énormes, et du coup, j'avais beaucoup de mal à imaginer leur château, vu la taille des dragons. Donc, ça, j'avais du mal. Mais j'ai adoré que ce soit aussi unique. Enfin, moi j'ai trouvé ça unique, c'était génial. Il y a des choses qui m'ont fait penser à Children of Time d'Adrian Tchaikovsky, d'ailleurs peu de temps après
ou non, juste avant. Juste avant, j'avais lu Children of Rowing du coup. Donc bon, c'était parfait. Il y a quelque chose qui était assez violent pour les dragons femelles. C'était spécial quand même. Ça m'a donné envie de lire un Jane Austen évidemment. Et ça m'a fait, donc, comme je vous le disais, ressentir exactement ce que je ressens quand je lis Jane Austen. De la frustration, de l'anticipation, l'envie de lire un peu plus loin pour savoir ce qui se passe, si les personnages finissent ensemble ou pas. Donc voilà, j'étais stressée. J'étais stressée. Surtout que je ne savais pas ce qu'allait faire Joe Walton. Est-ce que sa fin allait être terrible? Parce qu'il y a des trucs horribles qui se passent là-dedans. Il y a notamment une scène affreuse. Mes personnages préférés: Anner, Célandra et Féline, les personnages féminins. 3 femelles dragons très différentes et du coup ça, je sais pas, j'ai bien aimé les découvrir et voir l'évolution de leurs personnages. J'ai détesté par contre Frelt ou Davrak. Je vais pas vous dire pourquoi mais vous verrez. Donc je disais qu'il y a des scènes absolument horribles, peut-être dès le début d'ailleurs. Hein. Dès le début il y a une scène où je me suis dit ah ouais. Et donc je vous disais, comme ce sont des dragons, ce ne sont pas des êtres humains, donc les règles sont un petit peu différentes et adaptées à eux. Pour autant, la société des dragons est très dure. Hein. C'est même plus dur que la nôtre. J'ai mis que j'ai aimé les noms, les statues et tout ce qui rendait le monde plausible et cohérent. Et du coup, ça faisait en sorte que le monde existait vraiment. On avait vraiment l'impression d'avoir, que ça existait, oui, quelque part, d'avoir un bout d'histoire en fait. Donc voilà, j'ai adoré cet aspect. Et du coup, j'ai très envie de lire les autres romans de Joe Walton. Donc voilà, ça me fait penser qu'il faut que je me commande un autre Joe Walton pour continuer à la lire parce que vraiment c'était trop bien. Et je vous la recommande évidemment. Alors en français, ça s'appelle Les Griffes et les Crocs en français. Le suivant, Le sang de la cité de Guillaume Chaladjian, le premier tome de la capitale du Sud, pardon, et c'est aussi le premier tome de la Tour de Garde. Donc c'est 2 séries en fait, enfin 2 trilogies qui forment une série de 6 tomes avec la capitale du Nord de Claire Duvivier. J'ai aussi lu le premier tome, donc j'ai rencontré l'auteur. J'avais repoussé la lecture de ces livres parce que je les voyais partout et je sais pas, ça m'attirait pas. Et là, voilà, j'ai rencontré les auteurs, je me suis dit, allez, on va les lire, je vais tenter et on verra. C'était génial, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé surtout la dynamique de mouvement dans le roman. J'avais l'impression d'être dans la ville et c'était top. J'ai aussi bien aimé le mystère, l'espèce de... Oui, de monde qui s'esquisse en fait au fur et à mesure des pages. J'ai trouvé ça génial et j'avais super envie en fait de lire la suite tout de suite. Et comme il fallait que je lise le premier tome de l'autre série, ça m'a un peu freiné dans ma lecture, du coup j'ai toujours pas continué. Mais voilà, il faudra que je continue. Et je ne sais pas trop quoi vous dire, c'était vraiment très bien. J'ai aimé aussi et vraiment beaucoup le côté politique en fait. Je vais essayer de vous retrouver ma chronique, mais j'ai surtout beaucoup aimé le côté politique et le côté littéraire aussi, parce que du coup on utilise aussi la littérature. Je lui ai mis 5 étoiles. Oui, j'ai mis qu'en fait l'action était tellement bien décrite que je pouvais visualiser les mouvements, sauf que je connaissais pas la ville. Du coup j'arrivais pas à voir le personnage dans la ville, ce qui était super bizarre, parce que du coup c'était vachement bien et en même temps c'était un peu étrange. Oui voilà, donc c'est surtout le côté politique, les conflits entre les duchés et l'espèce de paix qui vivote dans la cité que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte d'en apprendre plus par la suite. J'ai aimé la structuration des personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient aussi très réalistes. Même si Nox est un peu énervant parfois, puis il est aussi un peu naïf quand même. Donc voilà, j'avais un peu envie de secouer parfois. J'ai aussi aimé qu'on mette en avant la poésie et la métrique, donc la littérature. C'était un peu inattendu puisque comme ça s'appelle la tour de garde, je m'attendais à ce qu'on se sente surtout sur le jeu. Mais en fait on nous parle aussi de la littérature et donc ça j'ai bien aimé. La fin je m'y attendais pas, j'ai trouvé que tout s'était accéléré d'un seul coup. Et voilà, ça m'a laissé un peu... Mais voilà, je vous recommande très fortement si vous ne l'avez pas encore lu, c'était vraiment un super premier tome de série. Et alors ensuite c'est un livre très court, c'est pas vraiment un livre en fait, ça fait partie de ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, les Great Courses sur Audible. Donc j'ai écouté The Chinese Zodiac in Cultures and Traditions de Cindy Yifen Cheng, qui nous parle du coup du jeu Zodiac chinois et j'ai trouvé ça génial parce que du coup j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pas tout retenu, donc je pense qu'il faudrait que je le réécoute pour en apprendre davantage, mais j'ai trouvé ça génial en fait d'avoir une première approche sur le zodiaque chinois et d'apprendre ce qu'était le baseux par exemple. Alors non, ça se dit pas comme ça se dit, je ne sais plus comment ça se dit parce que je ne prononce pas bien le chinois, mais il y a quelque chose qui définit la personnalité de quelqu'un, non seulement par rapport à son jour de naissance mais aussi à son mois, à son année. Donc on n'a pas seulement l'élément et l'animal du zodiaque, mais on a aussi d'autres choses en fait qui entrent en ligne de compte et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup je me suis intéressée à ça et je pense que je vais continuer à m'intéresser à ça. J'ai ajouté des livres sur le zodiaque chinois dans ma wishlist et j'ai aussi un roman qui en parle qui s'appelle La dure loi du karma de Moyane et le livre est énorme donc je l'ai toujours pas lu, mais voilà, j'ai très envie de le découvrir du coup. Et donc je ne peux que vous recommander cette leçon en gros.
Et j'ai aussi hâte de le relire et d'en découvrir plus avec d'autres œuvres. Ensuite, je vous ai mis Magic Shirley tome 3, Justice soit faite. Alors il est en dessous de l'appareil donc je peux pas vous le montrer. Il est très gros, il fait 500 pages, c'est la fin de la trilogie. Et je l'ai lu au moment parfait parce que du coup j'ai passé un super moment à redécouvrir le monde parce que ça faisait longtemps que j'avais lu les 2 premiers tomes, à retrouver les personnages et à découvrir la fin de l'histoire. Et oui voilà, c'était vraiment le livre parfait au bon moment. C'est un peu comme la Cité des Brumes oubliées dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'était un livre jeunesse dont j'avais besoin. Je me suis sentie absorbée par le livre, je n'avais plus, enfin je ne pensais plus à mes problèmes, c'était top. Donc voilà, je vous recommande vraiment Magic Shirley. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les jeux sur les mots. Et je trouve que la conclusion est vraiment très bien, même si c'était vieux. Mais voilà, c'était vraiment très beau. Et donc voilà, je vous le recommande fortement. Allez lire cette trilogie. Et la dernière mention honorable avant qu'on passe au meilleur livre, Un mari récalcitrant de Cassandra O'Donnell dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente puisque c'est le tome 2 d'une duologie des Sœurs Sharpey qui, je vous le rappelle, est déjà ressorti dans une autre édition. J'ai trouvé ça très sympa, mais du coup je ne l'ai pas mis dans mes meilleures lectures, il est seulement dans les mentions honorables parce que j'ai eu quelques éléments qui m'ont déplu et parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc je considère que je ne peux pas vraiment le mettre dans mes meilleures lectures, même s'il est là. Et voilà, je voulais vous en parler quand même. Je trouve que c'est une romance historique très sympa, très légère et voilà, j'ai passé un super moment. Voilà. Mais je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'apesantir plus longtemps. Et on passe donc au meilleur livre de l'année jusqu'à maintenant en essayant d'être efficace. Alors je vais d'abord vous parler d'un livre, je pense que j'en parlerai assez rapidement, c'est le 4e tome de Blog en mode survie de Maliki, donc en financement participatif, voilà, toujours cette BD que j'adore absolument, voilà. Voilà, j'adore toujours autant, je pleure, je ris, comme à chaque fois, hein. On va pas se cacher que c'est mon état naturel quand je lis Maliki. Et bon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que ce que je vous dis habituellement, en fait c'était beau, c'était drôle, c'était... ça parlait aussi c'était aussi de la critique sociale, c'est aussi émouvant par exemple quand elle parle de ses chats et qu'on se rend compte que certains sont morts. Voilà, c'était génial, j'adore toujours autant. D'ailleurs je pense me refaire un marathon Maliki et tous les relire parce que j'aime beaucoup. Je les conseille à tout le monde autour de moi, je les ai conseillés à Mathieu aussi, qui ne les a pas encore lus mais ça va venir. Et voilà, j'adore. Et j'aime toujours autant en fait participer à sa campagne parce que j'ai vraiment, j'aime l'idée de l'aider en fait à créer ces petits bijoux et je suis trop contente à chaque fois de les avoir entre les mains et voilà. J'aime beaucoup ce lien direct entre l'auteur et le lecteur en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi qu'elle le continue parce qu'en fait elle avait aussi, moi j'ai eu Aria je crois, hein. Je crois que c'est Aria mais j'ai un doute maintenant parce que je me souviens jamais en fait des noms de tous ces chats. Oui c'est Aria que j'ai eu. Et je vous l'ai fait à l'heure, mais c'est pas grave, je suis contente quand même d'avoir eu Aria. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait j'espère qu'elle va continuer les premières BD qu'elle faisait chez Ankama, parce qu'en fait elle a sorti le tome 1 première partie mais jamais le tome 2. Et j'ai quand même vachement envie de connaître la suite, puisqu'on parlait de Fang et de culture chinoise, et du coup voilà, j'ai quand même envie de lire la suite, donc je pense qu'un jour elle va le sortir. Mais voilà, déjà celui-là il était excellent, je vous le recommande fortement. Celui-là je ne peux pas vous en parler. Je vais vous parler ensuite de Anita De Monte, Love's Last, alors je ne sais pas comment on prononce le nom de l'autrice, donc je vais essayer de le prononcer comme je peux. Xochitl González. Pardon, je ne sais pas comment on dit. Je n'ai pas entendu de gens le prononcer, donc j'irai voir une vidéo où on en parle, mais pour l'instant j'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas comment on prononce. J'ai lu des articles, mais j'ai pas encore écouté de vidéo. Alors je lui avais mis que 4,5 et en fait j'ai fini par lui mettre 5 parce que ce livre me reste en tête, donc voilà. J'ai eu un peu de mal au début parce qu'il y a 2 voix, donc il y en a une qui va faire la voix d'Anita et l'autre qui va faire la voix de Raquel, donc on va suivre 2 personnages. Et d'ailleurs je vous parlais dans la vidéo précédente de ma reconversion, j'ai monté 2 dossiers, un pour le M1, un pour le M2, et donc j'ai fait une fiche de lecture pour Catherine House qui est là. Et j'ai aussi fait une fiche de lecture pour Anita De Monte, Love's Last, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais vraiment beaucoup ce livre. Et j'ai eu donc un peu de mal avec l'une des voix, mais je vais vous expliquer après. Donc en gros, il faut que je boive sinon je vais décéder. On a une double chronologie, une chronologie dans le passé en 1985 et une chronologie en 1998. Donc en 1985, pardon, on assiste à la mort d'Anita De Monte, qui était une étoile montante du monde de l'art en fait. Et donc elle est retrouvée morte à New York. Et en 1998, Raquel est en train de faire sa thèse et elle se demande sur qui travailler. Elle va découvrir en fait le nom d'Anita, assez tardivement quand même dans le roman,
Et on va aussi suivre l'histoire d'amour d'Anita avec son mari et l'histoire d'amour de Raquel avec un de ses camarades de classe. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vais essayer de pas vous spoiler quand je vais vous parler du livre. Donc j'ai commencé cet audiobook comme ça souvent. Hein. Je regarde en fait sur Scribd les derniers sortis. Et là j'ai vu Anita Demonte Lost Last. Je me suis dit bon, il fait partie des livres que j'ai anticipé, hein, qui étaient dans ma liste de sorties anglophones qui m'intéressaient. Donc je vais le commencer. Et donc je le commence. Et j'ai eu beaucoup de mal avec la voix de la personne qui jouait Anita, enfin qui incarnait Anita. Parce que c'était très... ça me semblait très exubérant. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ce côté très exubérant. J'ai trouvé... Alors pas que ça sonnait faux, mais ça me... c'est... Je sais pas, j'avais du mal avec ce côté voilà, très intense en fait. Après coup je m'y suis fait et c'était de toute façon la bonne façon en fait d'incarner Anita, puisque dans le roman on se rend compte qu'Anita est un personnage assez extravagant. Donc en fait c'était moi plutôt qui devais me faire à cette voix, qui par ailleurs était donc qui était très bien adaptée en fin de compte à Anita. J'étais quand même intriguée par le roman, parce que je me suis dit mais où est-ce qu'on va avec ces deux personnages et avec ces deux timelines. Et donc on se rend compte que l'une, Anita est cubaine-américaine, je crois, c'est ça. C'est ça, oui. Et Raquel, elle est d'origine portoricaine. Et on a trois narrateurs, puisqu'on va s'ajouter à ces deux personnages féminins, Jack Martin, le mari d'Anita. Et alors là, je vais pas vous spoiler, mais un peu. Donc si vous ne voulez rien savoir du tout d'Anita Demonte Lost Last, je vais vous mettre en gros en bas une bannière spoilers. Vous pourrez revenir quand cette bannière aura disparu. Donc, je vous laisse le temps, là, je suis en train de parler pour ne rien dire, hein, pour vous laisser le temps de mettre en pause si jamais vous regardez pas mais vous écoutez. Donc de mettre en pause pour qu'ensuite vous puissiez ne pas avoir ces spoilers. Je mets la bannière donc. J'ai profondément haï Jack, j'ai rarement détesté un personnage à ce point. Je pense qu'il fait partie des personnages que je déteste le plus, avec Humbert Humbert, qui est quand même un pédophile, hein, je le rappelle, dans le Lolita, avec Phébus dans Notre-Dame de Paris et avec Ambrosio dans Le Moine. Donc quand même, il est à un niveau de haine, enfin je suis à un niveau de haine avec lui vachement élevé. Alors dans ma chronique Goodreads, j'ai été vraiment très violente et assez vulgaire on va dire avec ce personnage. C'est une petite merde. Ce mec est un salaud, mais un salaud comme rarement j'en ai vu dans la littérature. C'était insupportable en fait de suivre son air génial là, quand il narre ses chapitres. Je comprends hein, pourquoi, mais juste, mais ferme-la en fait. Mais juste, mais t'as même pas le droit à la parole, tu te tais. Et donc j'ai compris pourquoi il était là. Et c'était d'ailleurs vachement intéressant d'avoir son point de vue. Intéressant mais tellement énervant. Et en fait, le lecteur va assister à la mort d'Anita, tuée par son mari donc. Parce qu'elle veut le divorce et parce que il la soupçonne d'avoir utilisé certaines de ses idées pour créer ses œuvres d'art. Et donc il la tue. Ok. Il ose dire qu'elle s'est suicidée, alors qu'on a assisté à la scène. Il dit aussi que c'est sa faute. Ok. Il va au mémorial que sa sœur met en place pour elle. D'accord. Et il justifie le fait qu'il va prendre le contrôle de son héritage artistique par le fait que sa famille n'y connaît rien. Alors que le mec l'a tué. Autant vous dire, j'ai écouté donc ce livre pendant que j'allais au travail, et en fait j'avais envie de hurler, mais de hurler à certains moments, mais vraiment j'avais envie de balancer le téléphone, donc je ne l'ai pas fait évidemment, mais j'ai détesté à 100% hein, ces parties-là, autant vous le dire. Et après avoir fini le livre et pendant que j'écrivais ma chronique sur Goodreads, je me suis rendu compte qu'en fait Anita Demonte était inspirée de quelqu'un qui avait vraiment vécu, donc d'une artiste hein, qui a vraiment existé, Anna Menzetta, et que son mari, qui est mort récemment, a été accusé de son meurtre. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est le cas et que son mari l'a tué, parce que je n'en sais rien, hein, honnêtement. Et puis maintenant ils sont tous les deux morts, donc bon, on peut imaginer ce qu'on veut et écrire sur ça comme on veut, je suppose. Alors par contre je pense que la famille d'Anna Menzetta n'a pas été consultée avant, donc il y a eu des petits soucis à ce niveau là. Mais si moi je prends que
là je vous dis que c'est inspiré de ça, mais moi en tant que lectrice je ne vous parle que de l'œuvre littéraire. Donc là je ne vous parle pas d'Anna Mendieta et de Carl André, qui était son mari. Je vous parle vraiment de Jack Martin et d'Anita de Monte. On fait bien la différence, même si c'est inspiré. Et vraiment, Jack, pourriture, je le hais. Et ce qui m'a aussi énervé, autant que le personnage de Jack, c'est le personnage de Tilly qui va le protéger. Qui est donc une femme qui va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l'héritage d'Anita ne voit jamais le jour. C'est-à-dire que les œuvres d'Anita sont détruites ou cachées, elle n'apparaît pas dans les musées, et Tilly va être clairement complice de la misogynie de son mari qui l'a tuée. Et qui ensuite va dire « Ah non, pas du tout, je l'ai pas tué, puis je prends le contrôle de son héritage culturel et vous n'avez pas le droit de voir ses œuvres. » Voilà, c'était vraiment dur à écouter parfois, parce que le personnage qui jouait Anita, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est vachement intense, et dans le moment où elle meurt, c'était vraiment très très dur. J'ai eu beaucoup de mal à écouter ce moment, parce qu'elle hurle en fait, elle hurle et elle dit qu'elle veut vivre, et c'était juste horrible. Et il y avait aussi alors là encore c'est un spoiler, donc voilà, je le laisse en section spoiler. Du coup le roman est aussi fantastique ou réalisme magique, puisqu'à un moment donné Anita va en fait se transformer en chauve-souris. Elle va revenir hanter les personnes qui son meurtrier, et les personnes qui l'ont aidé, et en fait nous on n'a pas la version chauve-souris, on a Anita en chauve-souris qui nous parle quand même, et du coup oui on l'entend crier qu'elle voulait vivre et que c'est injuste, et du coup c'était juste horrible à écouter. Donc voilà, c'était affreux. Donc la sélection spoiler est finie. Je me suis bien énervée, c'était sympa. Mais en fait c'est parce que je suis tellement énervée par ce livre que je me rends compte qu'en fait c'était une de mes meilleures lectures de l'année en fait, et que du coup il a sa place dans cette vidéo. Donc ce livre va se concentrer sur l'art, la représentation, l'héritage culturel, mais aussi la compétition entre artistes, même dans un couple, et la violence faite aux femmes. On va aussi avoir des romances, puisqu'on va avoir Anita avec son mari, on va avoir Raquel avec son compagnon, et on va avoir aussi Raquel qui travaille du coup sur sa thèse et qui est aidée par un mentor qui lui propose de travailler sur Jack Martin justement, plutôt que de travailler sur Anita. Bon alors après, dans ma chronique Goodreads, j'ai fait tout une énorme section spoiler sur je veux pas vous spoiler ou trop vous en dire, parce que voilà, mais en fait l'un des centres du roman, c'est aussi la représentation. Et la représentation dans l'art, dans le monde culturel. Et donc on nous dit en gros qu'Anita de Monte est donc cubaine, et que ça gêne qu'elle soit cubaine. Et j'ai aimé cette partie, et j'ai trouvé intéressant que ce soit là. Et en fait dans ma chronique Goodreads, je me suis sentie, alors pas obligée, mais si, c'est pas... J'entends parfois, oui, ce sont des tokens, ils sont là parce qu'ils sont de telle origine, mais c'est pas leurs œuvres qu'on juge, tout ça. Et en fait, qu'on aime l'art moderne ou pas, il faut aussi mettre en avant des artistes femmes, parce que parfois on les écarte parce que ce sont des femmes, ou on les écarte parce qu'elles viennent de certaines communautés. Et donc c'est pas un argument en fait. C'est une femme ou elle vient de telle communauté, c'est pas un argument pour les écarter. Elles devraient pas être écartées pour cette raison-là. Elles peuvent être écartées parce qu'elles n'ont pas de talent, mais ou parce qu'elles ne sont pas... parce que c'est pas ce qu'on recherche dans l'art, mais elles n'ont pas à être écartées parce qu'elles sont des femmes ou parce qu'elles viennent de telle communauté. Et du coup, personnellement j'aime pas l'art moderne, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Et donc le travail par exemple d'Anna Mendieta, c'est parce que du coup, comme c'est une vraie artiste, là on peut regarder ses œuvres d'art, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Mais dans l'art moderne, on doit aussi, même si j'aime pas, avoir tout un tas d'artistes différents à critiquer en fait. Parce que même si, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je sais pas, une artiste qui s'appellerait Carole, voilà, Carole. Et qu'elle fait des œuvres que moi je déteste et je la critique, voilà, et machin. Oui, mais c'est bien qu'elle soit là quand même. Parce que même si ce qu'elle fait, je n'aime pas ça, d'autres gens peuvent dire oui, mais c'est de l'art moderne, machin et tout. Et donc c'est bien, c'est important qu'elle soit dans des musées. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de dire oui, mais il faut pas faire il faut pas faire d'exposition sur telle ou telle personne parce que c'est une femme ou parce que machin. Je suis d'accord, mais quand ce sont des œuvres reconnues en fait, oui, elles ont le droit à une rétrospective et ce genre de choses. Bref, je sais pas si c'est très clair, c'était vachement plus clair dans ma chronique Goodreads parce que je suis vachement meilleure à l'écrit qu'à l'oral, mais bref. Et donc il y a toute une partie sur la représentation, sur est-ce que c'est légitime
quel est un héritage culturel, est-ce que c'est intéressant, ce genre de choses. C'était super intéressant, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré le côté métaphorique du roman, dont je ne peux pas vous parler parce qu'on n'est plus en section spoiler, mais il y a quelque chose qui est presque surnaturel. J'ai adoré cette partie. Je vous mets une petite section spoiler, attention. Moi j'ai trouvé ça vachement rassurant en fait, que Anita, quand elle meurt, en fait, j'ai trouvé ça super beau, qu'elle ne tombe pas mais qu'elle s'élève, parce qu'elle devient du coup un espèce d'être spirituel et ensuite une chauve-souris. J'ai trouvé ça tellement beau et j'ai aussi adoré que son art ce soit en fait sa ligne de vie et que son héritage culturel lui permette de continuer à vivre à travers son esprit et le fait qu'elle soit une chauve-souris. En fait, que plus on voit son œuvre et plus elle est dans les musées et plus la chauve-souris devient puissante et elle peut hanter du coup de différents personnages, et dès que ses œuvres sont retirées et que plus personne ne la connaît, là la chauve-souris disparaît, elle n'est plus qu'un simple esprit, elle ne peut plus avoir d'interaction avec les autres. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et oui, voilà, j'en ai presque pleuré à un moment donné, c'était juste. Enfin, la dernière scène était juste trop belle. J'ai trouvé ça trop beau. Voilà, j'en ai des frissons. Donc je m'arrêtais là parce que sinon je vais encore pleurer. Et c'était pas le moment. La section spoiler est terminée. On parle aussi beaucoup de Raquel évidemment avec sa vie à Brown University. On se rend compte qu'elle. Enfin, moi j'ai aimé certains moments où on était cosy avec elle, avec ses amis et tout. Et d'un coup, il y a la romance qui a. Et là, c'est. Alors, c'est pas une critique ce que je veux dire, mais c'est là, j'ai détesté la romance parce que ça la change. Et elle change de point de vue sur tout un tas de choses. Et là je repars en section spoiler parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. Elle va rencontrer Nick et Nick va en fait ruiner la vie de Raquel puisqu'elle va avoir honte de ses origines, elle va avoir honte de qui elle va avoir honte de sa famille. Elle va se retrouver dans une situation, une relation très toxique où il va faire des choses sans son consentement. Alors c'est pas sexuel hein, mais il va quand même faire des choses sans son consentement et il va la blesser, alors peut-être pas physiquement mais il va la blesser psychologiquement. Et en fait on a un parallèle entre la relation de Nick et Raquel qui dégénère, pas encore physiquement mais psychologiquement du coup, et la relation de Jack et Anita, enfin leur mariage en fait, qui elle a carrément dégénéré physiquement puisque Jack va quand même tuer Anita. Donc voilà. Donc j'ai aimé qu'on ait ce parallèle mais que ça n'aille pas, enfin qu'on n'aille pas jusqu'à qu'on soit pas au même niveau en fait, que Nick n'aille pas enfin ne soit que Raquel ne laisse pas Nick aller au même niveau que Jack avec Anita. Voilà, je sais pas si c'est très clair mais voilà. Moi j'ai eu peur en fait de ce qui allait arriver à Raquel. Je me suis dit meuf il faut que tu te sors de là, sérieusement, barre-toi. Mais voilà, j'ai aimé qu'elle ne soit pas, ça allait pas jusque là. Et j'ai détesté la famille Nick. Je vais m'arrêter là pour les spoilers. Après on nous parle aussi des Art History Girls, je vais vous laisser les découvrir. J'avais tout un tas de choses à dire à ce sujet puisque bon voilà, j'ai détesté comment elles étaient représentées. J'ai trouvé que ça a rabaissé en fait les études artistiques et ça m'a énervé. Mais en même temps c'était une façon de voir pour l'autrice hein, parce que du coup elle ne nous montre pas du tout la même, elle n'a pas du tout la même vision des études d'art avec Raquel. Mais vraiment les Art History Girls, sérieusement. On a l'impression que l'art c'est quelque chose de très élitiste, que quand on veut étudier l'art on a beaucoup d'argent et on sait pas quoi faire de cet argent et donc on va en fac pour étudier des trucs qui vont nous servir à rien et ça m'a saoulée parce que les études artistiques je trouve ça génial et du coup voilà ça m'énerve. Ouais, mais bon, passons, c'était pas un spoiler. Et j'ai adoré le style d'écriture, même si j'ai du coup eu du mal avec le narrateur, la narratrice au début, j'ai trouvé ça super beau, j'ai trouvé qu'il y avait certaines phrases qui étaient magnifiques. Du coup je pense acquérir une version papier, hardback si possible, de ce livre parce que je l'ai adoré. Et j'ai vu qu'elle avait écrit un autre livre mais le résumé m'intéresse pas tellement. Donc je sais pas si je vais pas attendre qu'elle sorte un autre livre, peut-être. Mais voilà, j'ai trouvé ça génial. J'ai parlé pendant 1000 ans de ce livre, mais ça vaut le coup. Et du coup, je vous le recommande vraiment beaucoup. J'ai adoré la fin. J'ai trouvé que l'autrice choisissait bien ses mots. J'ai aimé le ton de ses phrases. Voilà, j'ai aimé cette espèce de douceur à la fin qui contraste vachement avec la violence de tout le reste du livre. Mais voilà, j'ai trouvé ça génial. Et je n'ai plus de voix parce que voilà. J'ai beaucoup trop parlé. Mais voilà, ce livre il est incroyable, il n'a pas encore été traduit et je vous le recommande à... J'allais encore faire ce truc de à 1000%, je déteste dire ça, donc je vais pas le dire, mais je vous le recommande très fortement parce qu'il est vraiment trop bien. On va passer à un autre livre que je n'ai pas et ce sera vachement plus rapide je pense. My Hugo Home, une non-fiction, donc How to Make Home Your Happy Place. Il a été traduit en français mais je ne me souviens plus c'est quoi son... Ma maison Hugo, faites de votre maison votre happy place. Voilà. Alors l'auteur c'est Make Wiking, je pense que ça se dit comme ça. C'est une non-fiction sur le fugueux, alors il fait partie des meilleurs livres de l'année parce que j'ai adoré ce livre, j'ai envie aussi de l'avoir en hardback et de lui faire des câlins. Voilà, j'adore le concept du fugueux, j'adore le concept de cosy et j'adore l'idée de rendre ma maison plus cosy sans pour autant dépenser des milliers d'euros. Donc voilà, j'ai adoré. J'avais déjà lu The Little Book of Hugo qui était aussi de cet auteur que j'aimerais du coup après j'aimerais parler de deux à la maison. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai annoté mon édition numérique et
voilà, j'ai très envie de l'avoir en papier comme je vous l'ai dit. Voilà, j'aime l'idée en fait que ça se concentre sur la maison, sur le concept de home en fait. Et le fait que voilà, la maison c'est pas seulement l'endroit où on dort, c'est aussi l'endroit où on est censé se sentir bien, c'est un refuge. Et voilà, c'est un endroit qu'on aménage comme on l'aime, on veut qu'il nous reflète et puis qu'on se sente bien en fait dans cette maison. Et j'ai adoré toutes les astuces que ça donnait. Voilà, donc j'ai envie de lire encore d'autres romans, enfin d'autres romans, non, d'autres non-fiction sur la maison en elle-même, hein, sur le concept de home et sur le concept de maison, mais aussi sur le hygge et sur d'autres façons de se sentir bien chez soi. Voilà, parce que c'est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps. Et surtout, je vais y passer énormément de temps vu que là, je vais avoir un travail qui va me... je vais le faire de la maison en fait. Donc voilà, il faut que j'ai des aires exprès pour le travail, mais aussi des aires de repos, voilà. Et donc j'aime l'idée d'aménager la maison de cette façon-là. On a été tellement rapide sur ma Hygge Home, je suis trop fière de nous. Ensuite, on a un roman donc, que j'avais sorti mais que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo précédente, c'est Chocolat de Johanne Harris, qui se passe donc en France, dans le sud de la France. Et alors j'ai beaucoup aimé parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une espèce de soft fantasy, puisqu'on va suivre Viviane Rocher, qui est une jeune femme qui va ouvrir une boulangerie dans un village du sud de la France et qui va pas du tout être acceptée par les habitants, qui la regardent un petit peu en mode mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là elle, c'est une étrangère, c'est une américaine, elle a rien à faire là. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à aimer autant. Je l'ai lu en avril parce que je me suis dit voilà, ça se passe à Pâques donc c'est parfait. J'ai adoré le fait que ce soit en France dans une chocolaterie, parce qu'elle ouvre une chocolaterie. J'ai adoré que ce soit de la soft fantasy, j'ai adoré qu'elle soit un petit peu sorcière et du coup en fin de compte j'ai déjà lu des romans avec des sorcières. Voilà. J'ai adoré, je me suis sentie bien en fait dans sa chocolaterie, je me suis sentie bien avec elle, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré le style d'écriture de Johanne Harris, j'ai trouvé qu'elle écrivait mais super bien. Je me suis juste sentie bien dans ce livre. C'est un des premiers livres où je me suis sentie vraiment bien. Et du coup voilà, j'ai adoré. Juste j'ai eu un problème avec ce livre à un moment donné. Parce que j'ai vraiment tout aimé. Ça m'a semblé vrai, ça a résonné en moi, j'ai trouvé ça trop beau, vraiment. Et il y a un passage où je me suis dit non, faites pas ça. Et ils l'ont fait. Et j'étais trop déçue. Parce qu'il y a un moment vraiment où il y a des choses qui se passent et je me suis dit mais non. Et aussi il y a tout un questionnement sur le voyage, sur la religion aussi, mais c'est pas la religion en tant que telle en fait, c'est surtout un personnage qui représente la religion et qui pense que c'est ça la religion. Et je suis pas d'accord avec lui parce que c'est pas ça la religion. Il y a tout un tas de choses qui m'ont énervée. C'était le but. Le livre était écrit comme ça, donc voilà, c'était le but. Tout un questionnement sur le bonheur, voilà, enfin j'ai adoré. Et il y a juste des personnages que j'ai haïs. Francis et Musca. Voilà, vous lirez le livre et vous verrez. J'ai détesté ce personnage, juste non. L'un de mes personnages préférés c'est Guillaume, parce que je l'ai trouvé vraiment tout doux, adorable. Au début il payait pas trop de mine et puis en fait j'avais envie de lui faire des câlins tout le long. Et Armande, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui faut aussi un peu sorcière. Je vais pas trop vous en dire. Voilà, quand même vous laisser des surprises. Mais vraiment la fin, j'ai été super déçue par la fin. Il s'est passé un truc et j'étais là, bah du coup ça a un peu ruiné le livre pour moi. Pas au point où je le déteste, mais je me suis dit mais pourquoi ça arrive. Et je me suis rendu compte que dans plusieurs des livres que j'ai lus, il y a ce trope. Et bah du coup non. Donc en fait ce livre est pas parfait. Il est super bien écrit, il est beau, l'histoire est belle, les personnages sont beaux. Mais il y a cette fin qui m'a gênée. Et du coup je lirai la suite et d'autres livres de l'autrice. J'ai déjà commencé à le faire. Mais vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris la fin. J'ai pas compris pourquoi ça s'était passé. Donc voilà. Un peu déçue par cet élément. Mais d'ailleurs je peux vous le dire en spoiler. Hein. Voilà, section spoiler. L'élément que j'ai vraiment détesté, c'est qu'en fait Viviane va coucher avec le petit ami de son ami. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a décidé de partir, et du coup avant de partir, elle va coucher avec lui, alors qu'elle a fait en sorte qu'il se mette en couple avec son ami. Et alors le top du top, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte de lui. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Trop bizarre. Et alors autre spoiler, un truc qui m'a pas déçu pour le coup, on se demande si la mère de Viviane n'a pas kidnappé son enfant. Et ça c'était vraiment très spécial, mais j'ai bien aimé l'idée. Et on n'a pas la réponse, mais voilà, ça j'ai bien aimé. Mais alors par contre le fait qu'elle décide de coucher avec le mec de sa pote, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas aimer ce livre parce qu'il était vraiment trop bien écrit. Et j'ai eu un petit peu de mal avec certains éléments. Pour autant je pense que j'aimerais du coup tous les livres que Johanne Harris va écrire. Parce que du coup c'est son écriture en fait que j'adore. Donc
ces auteurs-là, j'ai pas trop de problème. Allez, il nous reste quelques livres, on va essayer d'être rapide et efficace. J'avais donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin dont je vous ai déjà parlé, je vous ai expliqué pourquoi elle m'avait surpris dans la vidéo précédente. Et donc on va suivre Violette Toussaint qui est garde cimetière, et j'ai trouvé ça très beau parce que ça me donne une autre vision de la mort, des morts, de la vie aussi. C'était aussi très violent et je m'attendais pas du tout à ça. Et il y avait vraiment un contraste entre la Violette du passé et la Violette du présent. J'ai aimé les côtés cosy avec la Violette du présent où j'étais bien. Et voilà, c'était vraiment... Il y avait aussi un mystère auquel je m'attendais pas, j'étais prise dans le livre. J'ai lu super vite alors qu'il est assez long quand même, 600 pages. C'était vraiment super et je vous le recommande, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment c'était vraiment top. Je vous le recommande. Un autre livre dont je vous ai déjà parlé, La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba, que j'ai du coup adoré. Alors je crois que je vous ai pas expliqué pourquoi je l'avais adoré. Alors c'est donc le roman qui a inspiré Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Et donc j'ai adoré ce livre parce que je suis retombée en enfance en le lisant. Je m'attendais pas à l'aimer autant d'ailleurs. Ce livre je l'ai lu parce que je me suis dit bon voilà, je l'avais acheté en numérique et je me suis dit allez c'est parti, on va tenter. Parce que Le Voyage de Chihiro ça m'a traumatisé. J'ai pu regarder Ghibli pendant des années et là je me suis fait presque tous les Ghibli avec Mathieu. Parce que lui il adore du coup voilà, on s'est fait plein de Ghibli, putain j'y arrivé. Et voilà, Le Voyage de Chihiro du coup je l'ai revu entre temps et je l'ai finalement beaucoup aimé. Et du coup je me suis dit que j'allais lire l'origine, j'ai adoré, c'était génial. J'ai eu beaucoup de mal à me faire au prénom de l'héroïne qui s'appelle Lina du coup. Ça m'a semblé tellement bizarre qu'une héroïne japonaise s'appelle Lina que voilà, c'était tellement différente des autres héroïnes japonaises que voilà, ça m'a un peu troublée. Mais tout était doux, les personnages étaient touchants, l'atmosphère était féerique, enchanteresse, j'ai adoré. J'ai adoré qu'il y avait des petites épreuves à réaliser dans différents lieux en fait de la Cité des Brumes oubliées. Et c'était trop bien. Et j'ai aussi aimé que les personnages ne soient pas tous accueillants et que ce soit pas forcément un truc très cosy pour elle. Moi j'ai trouvé ça vachement cosy, j'ai aimé. J'ai aimé qu'elle ait à se faire sa place en fait, j'ai trouvé ça génial. J'ai aimé aussi que ce monde soit très différent du nôtre. La fin, je l'ai trouvée un peu amère. Je vais pas vous dire pourquoi, mais vous la lirez, vous verrez. Moi j'ai trouvé ça un petit peu amer. Oui je vous ai dit, j'avais l'impression de redevenir une enfant. Par contre il y a des éléments que j'ai pas du tout aimé. Par exemple, il y a des petites injonctions sur que reçoit Lina sur le fait qu'elle mange trop. Mais ça va pour cette nourriture, c'est ok parce que ça ne fait pas grossir. Non mais Lina elle a 8 ans là. Vous allez vous calmer hein. Enfin moi j'ai trouvé ça super agaçant. Enfin j'ai réussi à rester quand même dans mon espèce de petite bulle cosy donc ça allait. Mais arrêtez, ça va pas ou pas? Et alors le coup de grâce c'est un petit garçon auquel on dit qu'il peut mettre la table. Parce que bah, ça c'est les filles qui savent le faire. Hein. Elles ont un don pour les choses du ménage, n'est-ce pas? Donc pour mettre la table par exemple. Lui il lui faut quelque chose d'adapté. Mais ça va pas. Vous êtes des malades, c'est des enfants, arrêtez. Mais voilà, j'ai quand même adoré ce livre. Du coup je vais me le prendre en papier. Et je vais aussi lire un autre livre de l'autrice, donc La Maison des Égarés. Et voilà. Donc j'ai quand même un super bon souvenir de ce livre, je l'adore. Mais pas faire ça, ça va pas quoi. Voilà, c'est juste les problèmes que j'ai eu avec ce livre, mais sinon j'ai réussi à mettre ça à part à côté, voilà, dans une petite boîte que j'ai virée après. Mais je reconnais que ce livre a des problèmes, mais je l'ai quand même adoré. Ensuite, du coup, je vous ai parlé très brièvement dans la vidéo précédente de Karakuni, donc qui est une historienne qui est centrée sur l'Égypte antique. Et donc, mon livre préféré d'elle cette année, c'est When Women Ruled the World, Six Queens of Egypt. Et donc, elle va nous parler de Mernef, de Néfertiti, d'Hatchepsout, de Cléopâtre et de tout un tas de 6 en tout cas reines qu'on ne connaît pas. Enfin, moi Mernef par exemple, j'avais jamais entendu parler d'elle. Je connaissais Cléopâtre et Hatshepsut, mais alors il y a des autrices que des reines que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça formidable, j'ai appris tout un tas de choses. Et voilà, c'est un livre du coup que j'ai acheté sur Audible et donc je l'ai toujours. Et donc je suis contente parce que je vais pouvoir le relire comme je veux. Et voilà, j'ai découvert tout un tas de choses que je connaissais pas, par exemple le fait qu'il y avait des sacrifices humains pour accompagner le pharaon dans son après-vie. Voilà, pendant, je crois que c'était la première dynastie, la deuxième dynastie. C'était pendant la dynastie de Mernef. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a des éléments qui m'ont fait penser à Women and Power de Mary Baird, puisqu'elle parlait du fait que, en fait, en Égypte antique, les femmes ne peuvent pas régner seules. Parce que c'est comme ça. Et que du coup, il faut qu'elles aient qu'elles soient régentes par exemple, ou elles peuvent pas être pharaons. Et pourtant il y a des femmes qui ont régné sur l'Égypte, même s'il y avait un homme à leur côté, c'était effectivement elle qui régnait. Et même Hatshepsut par exemple s'est fait nommer pharaon. Et voilà, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça aussi super intéressant, ce que ces femmes apportaient, en fait ce que le pouvoir
au féminin apporte aux dynasties égyptiennes. Parce que visiblement l'Égypte n'était pas contre des gouvernantes féminines, des gouvernantes, oui, des reines en fait, mais c'était à certains moments de l'histoire égyptienne. Et c'était dans des moments où les dynasties étaient souvent sur le point de s'effondrer. Donc ça ne veut pas dire que ces reines ont réussi à sauver leur dynastie, mais en tout cas elles ont réussi à sauver le pouvoir égyptien, à part Cléopâtre à la fin, qui du coup était la dernière reine d'Égypte, et donc le dernier gouvernant égyptien de l'Égypte libre en fait. Et donc c'était super intéressant. Et voilà, j'ai trouvé ça génial en fait d'avoir une vision du pouvoir féminin dans l'Antiquité. Mais voilà, en fait, Woman in Power de Mary Beard, ça se concentre surtout sur le pouvoir des femmes romaines et la façon dont la mythologie est utilisée pour déprécier les politiciennes aujourd'hui. Mais vraiment là, dans When Women Rule the World, on voit vraiment qu'il y a quand même une valeur reconnue du pouvoir féminin. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vu que certaines personnes avaient été gênées par les parallèles qui étaient faits entre les reines égyptiennes et les gouvernantes modernes, du coup, notamment avec la politique américaine. Moi, ça m'a pas gênée, j'ai pas trouvé ça différent, j'ai pas trouvé ça gênant, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'ailleurs, qu'on parle du pouvoir féminin sur toute l'histoire, voilà. Donc j'ai très envie d'avoir à nouveau une copie à tenir, un exemplaire physique à tenir, en rabat, évidemment, avec cette édition, enfin cette couverture, parce que voilà, c'est Nefertiti qui se trouve sur la couverture, me semble-t-il. Et je crois que c'est... Alors non, c'est pas dans ce livre-là, mais c'est dans un autre livre, celui qui vient juste après, Powerful Women of the Ancient World de Karakuni, encore, parce que lui aussi fait partie des livres que j'ai adorés. Là, elle va nous exposer une théorie que j'ai trouvée super intéressante. Donc là, elle nous parle à nouveau des femmes puissantes qui ont gouverné l'Antiquité. Donc elle nous reparle de certaines reines égyptiennes, mais elle va aussi, par exemple, Merneph ou Hatshepsut, mais elle va aussi nous parler d'autres femmes. Elle va nous parler par exemple de Pouabi, d'Artémisia, de Jézébel. Elle nous parle de la Chine antique, mais aussi de la Rome antique, de la Grèce antique. Et j'ai trouvé une théorie super intéressante. C'est qu'elle explique que peut-être que la religion est devenue misogyne. En fait, on voit souvent la religion catholique notamment, ou chrétienne en tout cas, comme une religion très misogyne qui ne donne pas une place importante aux femmes, alors que bon, quand même la Vierge Marie elle a une place super importante, hein. C'est elle qui écrase le serpent hein, alors j'ai envie de dire dans la mythologie chrétienne, mais oui, dans la religion chrétienne quoi. Donc c'est super intéressant en fait la place de la femme dans la religion chrétienne, parce qu'à aucun moment Jésus ne nous dit que les femmes sont les inférieures des hommes. Mais elle a une théorie selon laquelle en fait si la religion est devenue misogyne, parce que il y a des hommes et il y a des représentants de l'institution religieuse qui se sont montrés misogynes, c'est le cas, mais le texte à l'origine ne l'était pas, et donc ils ont formé des interprétations misogynes, c'est le cas effectivement, mais sa théorie c'est qu'en fait si la religion et certains hommes religieux sont devenus misogynes, c'est parce que la religion chrétienne s'est implantée dans des sociétés qui étaient déjà misogynes, donc les sociétés grecques et romaines. Et donc c'est cette misogynie des sociétés grecques et romaines qui aurait envahi en fait la religion chrétienne, et je trouve ça hyper intéressant comme théorie. Alors je suis pas sûre que ce soit la théorie de Karakuni d'ailleurs, je pense que c'est la théorie de l'autrice qui vient juste après. Mais bref, moi j'ai trouvé ça passionnant. D'ailleurs j'ai rajouté plein de livres à ma wishlist en fait avec ces Great Courses, parce que du coup Powerful Women Who Ruled the Ancient World fait partie des Great Courses qui sont proposés sur Audible, et j'ai trouvé ça passionnant, donc j'ai ajouté plein de livres à ma wishlist, ça a débordé de partout. Et donc je crois qu'en fait cette théorie dont je viens de vous parler, c'est l'autrice suivante, Dorothy Armstrong, qui l'a mise en place, ou qui l'a formulée dans Powerful Women of the Medieval World cette fois, parce que du coup oui j'y suis allée chronologiquement, j'ai commencé par l'Antiquité, je suis passée à la période médiévale, et ensuite je suis allée dans la Renaissance, qui vient juste après. Et du coup là, non, c'est bien Dorothy Armstrong qui nous parle de cette théorie, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc là, elle aussi, elle va nous parler de ces femmes puissantes du monde médiéval. Alors souvent, on voit le monde médiéval comme un monde où les femmes n'ont pas de droits, où elles ne font rien, où on parle que des hommes tout le temps. Et c'est faux bien sûr. Hein. Donc quand on dit oui, on revient au Moyen-Âge, les femmes ont moins de droits au 19e siècle qu'au Moyen-Âge hein, quand même. Et voilà, donc elle va nous parler de tout un tas de femmes puissantes. Alors, pour vous donner un petit peu quelques exemples, elle va nous parler par exemple de Théodora, impératrice byzantine,
j'ai acheté sa biographie par Virginie Giroux entre temps, donc j'ai très envie de la lire depuis un moment là. Ça va me redonner envie de les lire, c'est bien. Elle nous parle aussi d'Affelfeld. Alors je suis désolée si je le prononce pas correctement. C'est une reine, la reine des Murcie, je crois. Murcie, non, Murcie, je crois. Une tribu ou un peuple qui se battait notamment contre les Angles et les Saxes. Donc c'était on va dire des royaumes qui divisaient l'Angleterre qu'on connaît aujourd'hui ou le Royaume-Uni qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'était différents royaumes. Imaginez un petit peu Game of Thrones avec les différents royaumes, c'est un petit peu ça. Et donc il y avait la Murcie parmi eux, et donc Affelfeld était celle qui régnait sur la Murcie, et elle a dû donc se battre contre différents autres royaumes. Elle nous parle aussi beaucoup des reines mongoles, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc ça fait un moment que The Secret History of the Mongol Queens out of the Daughters of Genghis Khan Rescued His Empire, ça fait longtemps que ce livre est dans ma wishlist, mais là je pense qu'il va en sortir bientôt parce que j'ai trop envie d'en apprendre plus sur les reines mongoles. Elle nous parle pas seulement de femmes qui ont régné sur le monde médiéval, du coup parce que là on vous parle de femmes puissantes dans le monde médiéval. Elle nous parle pas seulement donc de reines, elle va aussi nous parler et surtout de femmes françaises, donc beaucoup de femmes françaises, notamment elle nous parle de saintes, d'écrivaines ou de croyantes. Elle va nous parler par exemple d'Hildegarde de Bingen, d'Héloïse, dont dans le couple d'Héloïse avait l'air. Jeanne d'Arc et Christine de Pisan. J'ai trouvé ça génial, qu'il y ait autant de femmes françaises. J'étais là, la France est représentée. Donc voilà, c'était super intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ça super. Et elle nous parle déjà au tout début, je crois que c'est dans ce livre-là ou dans le livre suivant que j'ai lu d'elle, parce que du coup je les ai tous lus un petit peu à la suite, donc ils se mélangent un peu. Mais il me semble que c'est là qu'elle va nous parler aussi du fait que voilà, il faut éduquer le lecteur, enfin il faut éduquer le lecteur et les lecteurs en général sur le Moyen-Âge, et qu'on arrête de penser que c'était une période sombre et que c'était un moment où il s'est rien passé, parce que c'est une période très longue, hein, ça dure 1000 ans, et donc il y a tout un tas, enfin le Moyen-Âge comme on l'appelle, hein, a apporté tout un tas de choses en fait, nous a apporté tout un tas de choses et a apporté tout un tas de choses à l'histoire. Donc voilà, elle a essayé de réhabiliter le Moyen-Âge et du coup nous parler justement du fait que les femmes en fait avaient du pouvoir et avaient les droits. Mais voilà, c'était super intéressant. Et j'ai aussi du coup ajouté tout un tas de livres, et notamment un livre qui s'appelle The Once and Future Sex Going Medieval on Women's Roles in Society, qui est écrit par une autrice, enfin une historienne médiévale. Du coup j'ai vachement envie de voir ce qu'elle dit du rôle social des femmes au Moyen-Âge. J'ai l'impression que je ne m'arrête plus de parler et je n'ai plus de gorge, mais c'est pas grave. On passe donc à 10 Women Who Ruled the Renaissance de Joyce E. Salisbury, qui est aussi une historienne du coup, qui va elle se concentrer sur les femmes de la Renaissance. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je n'y connais pas grand chose, et j'ai aussi découvert assez récemment en fait que la Renaissance c'était la période où on brûlait les sorcières et pas du tout le Moyen-Âge. Donc voilà, c'est assez récent. L'année dernière, oui c'est l'année dernière que je l'ai découvert. Mathieu par exemple, qui s'y connaît beaucoup en histoire du Moyen-Âge, m'en a parlé aussi. Donc voilà, c'était passionnant. Moi qui suis super intéressée par la figure de la sorcière, c'était génial d'apprendre ça. Je l'ai appris d'ailleurs dans un des livres que j'ai lu tout début d'année dernière. Bref, revenons à 10 Women Who Ruled the Renaissance, avec mon super accent anglais. Du coup voilà, c'était logique, c'était chronologique, je suis partie de l'Antiquité, je suis allée au Moyen-Âge, je suis ensuite allée à la Renaissance. D'ailleurs après il n'y a plus, en fait, enfin il y a d'autres livres qui sont dans cette série sur les femmes, mais il n'y a plus de livres qui continuent en fait chronologiquement, du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais on nous reparle d'une reine mongole, Mandukai. Non, pas Mandukai, une autre. On nous parle de Mandukai, qui n'est pas une reine mongole. On nous parle ensuite d'une autre reine mongole, qui apparaît aussi du coup dans le livre dont je vous ai parlé sur les reines mongoles, que je vais bientôt lire, qui est écrit par Jack Weatherford. Voilà. On nous parle d'Elisabeth Ier. Là c'était mes parties préférées, parce qu'en fait, déjà, Elisabeth Ier, c'est une des rares personnes que je connaissais. C'était vachement intéressant pour moi. J'étais contente d'en découvrir plus sur elle. Et j'ai aussi beaucoup de livres à lire sur elle. On nous parle des reines pirates Grace O'Malley et Saïda Aloura. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. Probablement pas. Désolée. C'était super intéressant. On nous parle du coup de femmes pirates. Voilà, c'était trop bien. L'une des premières sorcières à être exécutée en Angleterre, Agnès Waterhouse, et une peintre chinoise Ma Shu-Zhen plutôt. Voilà. Et tout un tas d'autres femmes, j'ai trouvé ça super intéressant, c'était génial. J'ai ajouté plein de livres à ma wishlist et j'ai envie de continuer en fait à découvrir ces femmes dont on ne parle pas. Voilà. Parce que bon, l'histoire, parfois les gens ne connaissent pas du tout l'histoire, mais on connaît encore moins l'histoire des femmes. Donc je trouve ça super intéressant de m'y intéresser de manière plus
Ouh, mes pieds vont bientôt s'arrêter. Donc je trouve ça vachement intéressant en fait de plonger plus avant dans cette histoire des femmes justement. Voilà. Et donc le dernier livre, puisqu'il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps et mes pieds vont s'arrêter. Le dernier livre c'est The Complete Short Stories d'Oscar Wilde, que j'aurais pu mettre dans mon livre préféré de l'année, mais bon, ça reste quand même The Writing Retreat. J'avais une période où je me suis dit non mais en fait voilà, la lecture c'est plus fait pour moi, j'arrive plus à avoir de coup de cœur, j'arrive plus à me sentir happée par mes livres, donc voilà, il me manque quelque chose, et c'est le moment où j'ai commencé 10 livres différents et je les ai tous arrêtés. Et du coup je me suis lancée dans The Complete Short Stories que j'ai acheté il y a 2 ans et que voilà j'avais très envie de lire et je les ai pas lus parce que je vous ai dit j'ai acheté le livre et j'ai pas. Voilà, et c'était génial, j'adore Oscar Wilde, j'adore son écriture. Entre temps j'ai lu une autre de ses pièces, enfin j'ai lu une de ses pièces et je vais lire un recueil de poèmes que j'ai acheté récemment, je ne sais pas où il est, dans mon sac, mais je ne sais pas où il est. Donc voilà, c'est génial, j'adore son style d'écriture, j'ai adoré découvrir les nouvelles pour lesquelles il est le plus connu, par exemple Lord Arthur Saville's Crime ou The Canterville Ghost. J'ai trouvé ça génial, ce sont soit des satires, soit c'est très cruel, c'est super intéressant à lire, c'est fluide, il y a de l'esprit, c'est intelligent, c'est... Ouais. Oscar Wilde il avait tout, honnêtement, c'était génial. Et donc voilà, c'est un de mes livres préférés clairement. Alors j'ai pas encore écrit la chronique, mais je l'ai écrite sur... je prends des petites notes parfois pour écrire des chroniques vraiment nourries on va dire. Donc j'ai pris mes petites notes mais j'ai pas encore écrit la chronique. Donc mes notes sont ici. Et alors ma nouvelle préférée je pense que c'est Le Fantôme de Canterville. Mais j'ai aussi beaucoup aimé The Happy Prince, que j'ai trouvé très beau mais très triste. Il y a beaucoup de nouvelles très cruelles en fait, qui sont des satires et en même temps avec des morales en fait, puisqu'on voit aussi que Oscar Wilde est influencé par la religion ici, clairement. Mon préféré c'est dur à dire. J'ai adoré The Portrait of Mr. W.H. qui nous parle de l'homme à qui a été dédié les sonnets de Shakespeare. Je trouvais ça génial, j'ai presque été convaincue en fait par les théories qu'il avance, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai eu un petit peu plus de mal avec The Young King, j'ai pas réussi à apprécier. J'ai beaucoup aimé The Birthday of Infanta. J'ai moins aimé les poèmes en prose, même si c'était vraiment très bien. Mais oui, je pense que mon préféré doit rester Le Fantôme de Canterville. Il faudrait que j'écrive la chronique et que je plonge un petit peu plus là-dedans pour vraiment savoir ma préférée. Mais voilà, ça se joue entre Le Fantôme de Canterville, Le Crime de Lord Saville et le portrait de Monsieur W.H. C'était génial, ça m'a donné envie de relire Shakespeare d'ailleurs. Voilà, je vous le recommande, c'était génial. Il y a toutes ces nouvelles là-dedans. Trop contente de l'avoir lu, trop contente. Du coup je continue à lire Oscar Wilde puisque c'est une référence sûre, clairement. Et nous avons fini la vidéo, alléluia, c'est merveilleux. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les lire, du coup, maintenant que je vous en ai parlé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi une vidéo sur les mentions honorables ou si vous préférez une vidéo plus longue sur tout ce que j'ai lu, mais vachement plus rapidement quoi. Il y a des livres que je vous ai pas mis mais qui mériteraient d'être là parce que je les ai lus trop récemment en fait pour les considérer comme des préférés de l'année, qui seront dans les livres préférés. Je ne vous ai pas montré les 2 livres, j'ai oublié de vous montrer les 2 meilleurs livres de l'année pour l'instant. Je vous en ai parlé vachement plus longuement dans la vidéo précédente. Voilà, du coup je vais pas revenir là-dessus. Mais ces livres sont formidables. Je vous les recommande à 100%. Je devrais vous faire une vidéo juste sur ces 2 livres. Catherine House, c'était juste super atmosphérique. C'était poétique. Ça m'a donné envie de pleurer parfois. Et c'est pas traduit. Et c'est génial. Voilà. Et The Writing Retreat, meilleur livre de l'année. C'est lui le meilleur pour l'instant. Voilà. Il est incroyable. Meilleur livre. Je vous le recommande. Il a été traduit. La Reine du Noir. Trop bien. En fait, je ne pouvais pas juste vous dire si peu de choses sur Catherine House et sur The Writing Retreat parce que ce sont quand même les 2 meilleurs livres, donc je me sentais pas... C'est un peu triste pour eux qu'ils aient attendu toute la vidéo pour apparaître, pour que vous ayez juste 3 secondes sur eux et que je ne vous dise rien de plus. Donc je vais vous en parler un petit peu plus quand même, voilà, parce que ce serait triste. Par contre j'ai plus de piles encore parce que c'est l'histoire de ma vie, donc je vais quand même essayer d'être un peu rapide. Surtout que je suis devant ma fenêtre et que donc des gens vont me voir parler toute seule. Donc c'est pas du tout bizarre, hein. Pas du tout bizarre quand les gens parlent tout seuls comme ça, hein. On adore. Donc on va commencer par Catherine House. Et je vais vérifier à chaque fois que vous voyez bien, voilà, le livre. Catherine House, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Je crois que je vous avais résumé l'histoire, hein. Inès arrive dans Inès, c'est notre
héroïne, arrive dans un nouvel établissement scolaire qui s'appelle Catherine House et elle va devoir renoncer, comme tous les étudiants qui arrivent à Catherine House, va devoir renoncer à toute sa vie pendant 3 ans, c'est-à-dire elle ne peut pas avoir de contact avec l'extérieur, pas de contact avec ses parents, pas internet, pas de portable, elle doit même laisser ses vêtements et sa personnalité à la porte en fait quand elle arrive. Et donc voilà, c'était déjà très intriguant. Mais alors là du coup je vais aussi vous parler de spoilers, donc je vous mettrai à chaque fois la bannière spoiler comme pour les livres précédents. Donc je vous avais dit que j'avais adoré la façon dont c'était écrit, que le personnage est à la fois très détaché de ce qui lui arrive et en même temps on sent que ce qui lui arrive ça lui, voilà, ça a un vrai impact sur elle. Je vais pas vous dire comment vous le voyez, mais enfin vous le verrez vous-même, en fait ça se voit dans l'écriture, comment c'est écrit, je trouve ça génial. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai été complètement happée par ce livre. Je l'ai reçu, je l'ai lu immédiatement et c'était génial. J'ai mis des petits cœurs un peu partout parce que c'était beau, parce que c'était bien écrit. C'est le premier roman de l'autrice en plus. Donc voilà, alors le meuble fait un bruit terrifiant. Donc j'ai toujours l'impression que c'est l'appareil qui s'éteint. Mais c'est pas ça, c'est juste le meuble qui va s'effondrer. Voilà. Oui, alors moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est le côté perception, c'est-à-dire qu'on a une description des odeurs, des couleurs et de tout un tas de choses à travers les sens d'Inès que j'ai trouvé vraiment super bien fait et j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça génial. Oui, j'ai dit que du coup ça rendait le roman enchanteur et c'est vrai, j'ai trouvé que c'était enchanteur, même si c'est aussi très très spécial. Alors c'est aussi onirique, poétique, oui assez, c'était très... comment on pourrait traduire séductive en anglais, attirant... parce que séducteur c'est moche, donc oui, attirant, il y a quelque chose qui nous séduit, on va dire, mais ça avait pas l'air forcé, on sentait pas que l'auteur mettait des gros sabots, c'était très bien fait, c'était très subtil. Je vous avais dit aussi que l'atmosphère était géniale puisqu'on avait un côté très 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 cosy et aussi un côté hyper creepy, oppresseur, n'importe quoi, oppressant. Je vais y arriver, il est tard, je monte cette vidéo depuis 3 jours, je n'en peux plus, là il est 20h et je me rends compte qu'il faut que je refasse cette partie de vidéo, donc voilà, je suis fatiguée. Je croyais d'ailleurs que cette vidéo serait plus courte que la précédente. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Donc on a le côté cosy avec le groupe d'amis, le côté très étudiant en fait de la vie d'Inès dans Catherine House, qui est génial. Voilà. La liberté que les personnages ont. Et on a aussi le côté vachement plus oppressant. Qui fait aussi un peu partie du côté spoiler, mais pas pour l'instant. Alors il y a vraiment un poids en fait dans Catherine House puisque la maison va renfermer, l'établissement scolaire renferme un secret. Il y a quelque chose qui est caché au personnage et qu'Inès va plus ou moins avoir envie de découvrir en fait. Parfois on se dit qu'elle en a rien à faire et parfois on se dit qu'elle est quand même curieuse donc elle veut savoir. Et effectivement elle va vouloir savoir, hein. La curiosité quoi. Et voilà, on a vraiment un côté très, très oppressant. Alors là, il y a... oui, avec le côté études aussi, puisqu'il faut absolument réussir ses études, sinon on est viré de Catherine. Ou on arrive dans un endroit où on va faire en sorte que tu comprennes qu'en fait, il faut que tu t'y remettes. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et là, on va passer en partie spoiler, un petit peu. Oui, on passe en partie spoiler un peu. Je laisse le temps de partir. En fait, il y a un côté sectaire dans Catherine House, puisque l'établissement scolaire va se rendre compte qu'en fait, oui, il y a des espèces de cérémonies, des espèces de rituels qui donne l'impression que l'école est un peu une secte, clairement. Hein. Alors au début, Inès s'intègre pas du tout et ne voit pas du tout l'intérêt de ces cérémonies et de ces rituels auxquels elle essaie de participer le moins possible. Et elle est pourtant obligée de le faire à certains moments. Et du coup, ces rituels et ces révélations vont créer vraiment le côté... assez... on a un petit peu des frissons dans le dos quoi, enfin, des sueurs froides, c'est... voilà, c'est déjà le côté sectaire et le côté secte, je déteste ça. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être éventuellement pas du tout apprécier. En fait non, c'était génial parce que c'était super bien fait. Et surtout, l'endroit où ils vont, où ils les emmènent pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi avec leurs études et qu'ils se recentrent sur Catherine. C'est un endroit, je ne sais plus comment ils l'appellent, c'est pas un truc avec la il n'y a pas restoration dans le truc, enfin bref, c'est un endroit, un bâtiment à part, où ils les envoient pour se faire appliquer, alors ce qu'ils se font appliquer pendant la première cérémonie, des espèces de barrettes qui vont leur changer quelque chose en eux, ce qu'ils appellent alors c'est le plasme en anglais, mais je crois que c'est... Est-ce qu'on dirait pas plasma en français, je sais pas. Mais du coup oui, c'est quelque chose en eux qu'on modifie pour qu'ils soient en phase avec la maison, comme une espèce de...
de conscience collective étrange. Enfin, c'est pas vraiment une conscience collective parce qu'ils parlent pas, enfin, ils communiquent pas par télépathie par exemple, mais c'est vraiment une espèce de, oui, de lien étrange et sectaire entre tous les étudiants, les professeurs, la maison, tout ça. Je suis la maison, je suis dans la maison, tout ça. Enfin, c'est très étrange. Et je ne sais plus où je voulais en venir, hein, évidemment. Donc il y a ça, et je voulais vous dire quoi? Oui, et du coup, en fait, parfois, la maison va paraître pour Inès, enfin, l'établissement. Je vous avais dit qu'il n'y avait plus de piles, et ben les piles sont tombées en panne pendant que je parlais. On adore! Du coup, j'ai couru pour aller chercher les autres piles. Donc je n'ai plus de souffle, c'est merveilleux quand on doit parler. Et je ne sais plus ce que je vous disais. Et donc je disais que parfois, alors je vais quand même vérifier que les piles ne tombent pas en panne encore une fois. Parfois en fait Inès, donc notre héroïne, voit en l'école un refuge, une maison, donc un home en fait, quelque chose, un endroit où elle pourrait rester toute sa vie parce que c'est l'endroit où elle est elle-même, où elle peut être elle-même et où elle est acceptée, où elle fait partie du groupe. C'est vraiment l'endroit où elle doit être. Et parfois, la maison, quand elle... Enfin, putain, il faut que j'arrête de l'appeler la maison. L'école se transforme en prison pour elle, en fait. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est enfermée, qu'elle peut pas sortir. Elle se demande si elle va pouvoir quitter l'école un jour. Hein, si elle va pouvoir, au bout des 3 ans, repartir. Vu qu'elle découvre des choses sur Catherine, tout ça. Et à certains moments, oui, elle n'imagine pas sa vie en dehors de l'école. Donc c'est assez spécial. Voilà. Fin des spoilers. Clairement c'est un roman à placer dans la catégorie Dark Academia. Du coup on va se retrouver avec des scènes de sexe, des scènes où il y a beaucoup d'alcool, parfois de la drogue. On est dans un décor académique et on parle des études et c'est assez sombre parfois, clairement. Parce qu'on se rend compte aussi que Inès, si elle se retrouve à Catherine House, parce que ce ne sont pas des étudiants ordinaires qui vont se retrouver à Catherine House, non seulement ce sont des étudiants brillants, mais ce sont aussi des étudiants à qui il est arrivé quelque chose dans leur vie. Donc on va découvrir à un moment donné ce qui est arrivé à Inès. Et la raison pour laquelle en fait elle accepte d'abandonner sa vie pendant 3 ans. Alors d'habitude je déteste les romans où il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de sexe, beaucoup... et la drogue, là, voilà, non. Et d'ailleurs je me demande s'il y a de la drogue là-dedans, j'ai un doute. Mais là en fait pour le Dark Academia c'est le seul genre, on va dire, style, l'esthétique on va dire, où ça me dérange pas. Puisque bah c'est... Oui c'est, on va dire, un type de livre qui appelle ce genre de choses. Puisque les étudiants sont libres, entre eux ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc forcément on peut s'y attendre. Alors là j'ai quand même écrit dans ma chronique que ça aurait pu être pire s'il y avait de la drogue. Donc il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est vrai que oui, les drogues dans les livres ça m'énerve. Enfin j'aime pas. J'aime pas qu'on utilise des drogues dans des livres. Mais oui, donc l'alcool et le sexe, il y en a. Pour ceux qui n'aiment pas ça ou quoi, il y en a. J'aurais dû boire avant de partir. Donc j'ai écrit que je pense avoir été sous l'effet d'un sortilège pendant que j'ai lu ce livre. Parce qu'il y avait plein de choses en fait qui auraient pu ne pas me plaire. Et vraiment c'était un truc, enfin, c'était génial ce livre. J'ai tout aimé. Je ne suis même plus dans le champ de la caméra. Mais j'ai trop soif. Alléluia. Donc oui, j'ai vraiment tout aimé. Même les aspects qui auraient pu ne pas me plaire à première vue. Oui, d'ailleurs j'ai écrit que c'était un livre que... C'est le style de livre, il y en a eu très peu des livres comme ça dans ma vie. Mais c'est un peu le style comme Bleak House ou la séquence Hartman, qui n'ont rien à voir avec Catherine House. Mais ce sont des livres que j'adore tellement que j'ai envie de les finir le plus vite possible et en même temps j'ai envie qu'ils durent. Du coup ça ne me dérangeait pas en fait de mettre plusieurs jours à lire Catherine House parce que je passais un moment... Enfin j'ai adoré. Et j'ai aussi mis que j'avais adoré le trope de l'école isolée. Je suis pas sûre d'avoir lu beaucoup de livres avec ce trope d'ailleurs, mais mixé avec d'autres tropes que j'ai adoré, enfin forcément ça passait très bien. Alors là on va repartir en spoiler. Il y a une scène où Inès découvre donc le secret de la maison et notamment elle la découvre parce que sa camarade de chambrée on va dire, sa colocataire Bailey, qui s'appelle Barbara je crois, mais que l'héroïne va appeler Bailey, elle va mourir. Donc on la voit pas mourir, hein, on nous apprend qu'elle est morte. Et donc elle meurt, et je sais pas pourquoi je m'en doutais qu'il allait lui arriver un truc, et donc elle meurt. Inès ne voit pas son corps, et vers la fin, donc c'est la révélation du roman, vers la fin on se rend compte qu'en fait Bailey est dans un caisson pour être ressuscité, réveillé, et c'est ça que je n'ai pas pu vous dire dans la vidéo précédente et que je ne peux pas vous dire en dehors des spoilers, c'est que Catherine House c'est aussi une réécriture de Frankenstein de Mary Shelley, puisqu'il y a une expérience étrange sur le plasme réalisée dans l'école, où une partie des étudiants qui sont spécialisés dans cette discipline, le plasme, ou la manipulation du plasme, ou les études en génétique en fait, si j'ai bien compris c'est ça, peuvent
font des expériences pour ressusciter en fait des gens qui seraient morts. Donc on a un personnage qu'Inès croise et elle se dit qu'il est un peu bizarre parce qu'il parle jamais ou qu'il est jamais seul et qu'il fait pas de phrases complexes. Donc elle se dit que c'est un peu bizarre. Et il y a donc Baby qu'elle ne voit pas dans le caisson mais elle voit son nom en fait, de Barbara Pierce, Barbara Pierce, et elle n'ose pas ouvrir mais elle l'imagine en fait criblée de câbles comment dire, de perfusion, ce genre de choses. Et voilà, elle n'ose pas regarder et elle s'enfuit. Et voilà, donc c'est aussi une réécriture de Frankenstein, c'est aussi ce qui fait que ce livre est assez glauque en fin de compte, hein, puisque on ne sait pas comment est morte Baby, on ne sait pas si elle a donné son corps à la science ou si, parce qu'en fait elle est envoyée au truc de restauration là, et elle n'en revient pas. Donc on se demande si elle n'est pas morte d'un trop plein de plasme ou s'ils n'ont pas fait un peu n'importe quoi, ou si elle a décidé de donner son corps pour faire une expérience et devenir une espèce de non-morte étrange comme Sandy qui se trouve dans le roman. Et donc j'ai évidemment adoré ce passage, bien sûr. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait avec ce qui se passait avec Baby parce que c'est un de mes personnages préférés. C'est un personnage dont je me sentais très proche et surtout je me sentais proche d'elle émotionnellement. Et du coup quand j'ai appris qu'elle était morte, bon je m'en doutais mais en même temps ça m'a fait super mal au cœur. Et quand j'ai appris qu'elle était dans un caisson, j'ai eu envie qu'Inès retourne l'école en fait. Vraiment qu'elle désingue tout. Voilà, ce qu'elle ne fait pas évidemment. Et oui, alors j'ai écrit aussi qu'en fait le narrateur n'est pas proche de Baby. En tout cas dans le roman, on n'a pas l'impression qu'elles soient proches toutes les deux. Et pour autant, enfin je me rappelle que Baby disait que Inès et elle n'étaient pas si proches, qu'elles étaient juste camarades de chambre et qu'elles n'étaient pas amies. Et pour autant, c'est la personne la plus proche d'Inès dans l'école. Même si elles sont pas amies, elles sont quand même, elles dorment dans la même chambre, elles se voient tout le temps. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose de... en tout cas, on a l'impression qu'Inès se sentait quand même proche d'elle. Par exemple, elle ne peut plus dormir dans la même chambre une fois que Baby est morte. Elle n'y arrive plus. Voilà. C'est comme si elle avait laissé un trou à sa place et qu'elle ne pouvait pas le supporter. Je vais aussi continuer dans la section spoiler. Je vais vous parler de Théo, qui est donc le personnage dont Inès va se rapprocher. On sent qu'il y a une romance en fait qui s'installe entre eux et qu'à un moment donné il y a même vraiment une histoire d'amour. Hein. Mais oui, en fait le seul point éventuellement décevant dans ce roman ce serait la romance, parce que je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais la romance va changer le personnage tout en la changeant pas vraiment, parce que ça va la changer au sens où elle va dire qu'elle ne va plus s'intéresser au secret de Catherine House, ce qui est faux parce qu'elle va quand même finir par aller dans le laboratoire interdit et par découvrir donc le caisson où se trouve le corps de Baby. Mais c'est Théo en fait qui va essayer de la convaincre de ne pas fouiller et de ne pas chercher en fait. Et j'ai détesté Théo à la fin. Voilà, parce que non. Alors j'ai pas détesté la romance vraiment parce que j'étais trop dans le livre et que c'était trop génial et que j'ai trop aimé. Mais j'ai pas aimé Théo parce qu'il fait n'importe quoi. Et qu'à la fin il vend Inès. Mais va. On n'est pas au niveau d'un autre personnage masculin dont j'ai parlé plus tôt. Mais franchement, voilà. Hein, bon. Est-ce qu'on est toujours dans le spoiler? Eh oui, puisque je vais vous parler de la fin. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Je vais vous parler de la fin. Et la fin, j'ai trouvé qu'elle était très ambiguë, très ouverte. D'ailleurs, en fait, non, je suis pas obligée de vous mettre cette partie en spoiler. J'ai adoré la fin. Elle est très ambiguë et très ouverte. Et je vais vous donner mon interprétation, donc c'est là que je vous mettrai les spoilers. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'elle était géniale. En fait, pour moi, elle était ouverte et en fait pas. Parce que je pense... Après, c'est personnel, mais je pense que mon interprétation est la bonne. Parce que je vois pas comment on peut interpréter la fin différemment. Je vais donc vous donner cette fin. Spoiler. Je suis convaincue que ce n'est pas Glo qui va ouvrir les portes du camion dans lequel s'est enfuie Inès. Je suis convaincue que c'est Victoria. Parce que le personnage s'attarde sur la démarche du personnage qui va ouvrir. Et la démarche de Glo n'est pas du tout la même que ce que décrit le personnage. Donc je suis vraiment persuadée que c'est Victoria en fait qui ouvre. Et qu'Inès va mourir en fait. Voilà, je pense qu'elle est morte. Voilà. Voilà. Ambiance. Donc c'est la fin des spoilers, c'est la fin aussi de ma chronique de ce livre, il était formidable, je vous le recommande. Voilà, c'est mon deuxième meilleur livre de l'année, c'était super bien. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde, de rien que pour le sujet, pour le sexe, l'alcool et pour la façon dont c'est écrit aussi, ce qui est assez détaché comme je vous l'ai dit, mais c'était incroyable et voilà, il a quand même, j'ai regardé à nouveau les notes qu'il avait ce pauvre livre et il est à 3,12 quand même sur 5, ce qui est vraiment pas beaucoup sur Goodreads. Donc voilà, alors qu'il a été lu par 26 000 personnes, enfin en tout cas il y a 26 000 notes.
Voilà, mais il est vraiment très bien, je vous assure, il est top et je le chéris infiniment. Et du coup, The Writing Retreat, je vais vous donner aussi la session spoiler et on va regarder s'il nous reste des piles. Et il nous en reste un peu, on va pouvoir finir si c'est pas merveilleux. Je suis désolée d'ailleurs si l'angle est pourri et si vous voyez ma tête en gros plan et ce genre de choses. J'ai pas fait de chronique. Non. Non, c'est pas possible. J'ai forcément fait une chronique pour The Writing Retreat. J'ai pas fait de chronique pour The Writing Retreat. Non. Bon bah j'en ai pas fait. Parce que je suis bête. C'est connu. Donc, The Writing Retreat. La Reine du Nord en français donc de Julia Bartz qui... Alors ce sont tous les deux des premiers romans donc j'ai vraiment hâte de voir ce que les autrices vont faire ensuite. De Julia Bartz donc qui va nous raconter l'histoire de... Je me souviens jamais comment elle s'appelle. Alex qui écrit. Et qui... Alors est-ce que je peux vous raconter ce qui est arrivé? Non je pense pas. Hein. Alors elle écrit mais elle a abandonné l'idée d'être publiée un jour. Jusqu'à ce que son autrice préférée, Rosa Valo, organise une writing retreat, donc une retraite d'écriture en fait, hein, concrètement, qui n'arrivera qu'une seule fois. En gros, pendant un mois, elle va inviter, je crois qu'elles sont 5. Je crois qu'elles sont 5 à être invitées. Et donc, elle va inviter 5 jeunes femmes qui vont être triées sur le volet, puisqu'en fait, tout un tas de dossiers vont arriver, elle va les lire et elle va choisir les 5 meilleurs. Et elles vont être invitées à rejoindre Rosa Valo dans sa demeure où elle va les pousser pendant un mois à écrire un roman qui sera publié à la fin du mois. Enfin, à la fin du mois. En fait, à la fin du mois, il doit être fini pour pouvoir être publié ensuite. Donc, réviser, corriger tout ça, mais publié. Et c'était incroyable, c'était génial. C'était le premier livre coup de cœur que j'ai lu cette année et c'est encore le meilleur de l'année puisque c'est le number one. Pour l'instant. Il est incroyable. Alors vous aurez aussi une section spoiler sur ce livre. Je vais essayer d'abord de vous parler du livre de manière générale sans spoiler. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré sa dépiction des relations toxiques. Entre femmes surtout. J'ai adoré que ça traite d'écriture. J'ai adoré les moments où on se retrouve avec Alex qui écrit. J'ai adoré ce livre. J'avais envie d'y être tout en ne voulant pas du tout y être. J'ai adoré comme pour Catherine House en fait parce qu'ils ont certains points communs ces deux livres. Pas du tout dans l'écriture ou pas du tout dans l'histoire racontée, mais c'est surtout dans l'ambiance qui est créée, parce que du coup Julia Bartz ici va créer, comme Elizabeth Thomas dans le Catherine House, va créer une ambiance cosy. Donc on va se sentir bien dans le manoir, parce que c'est un manoir il me semble, non et on va se sentir bien dans le manoir, et en même temps, mon dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'y être, surtout parce que notre personnage est une narratrice, parce qu'il me semble que c'est à la première personne, non. On va vérifier ça. D'accord, donc à aucun moment vous allez... merci. Donc c'est à la première personne et en fait la narratrice n'est pas du tout fiable. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression qu'elle a des hallucinations et on se demande si elle est pas... Alors pas folle, mais si elle a pas un souci. Soit elle est... Je sais pas si elle est fiévreuse ou malade, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas sûr que ce qu'elle nous raconte c'est vrai. Et voilà. Et donc c'est un thriller, donc à un moment donné il y a quelque chose qui va mal se passer on va dire. Alors je sais même pas ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est claustrophobique, je crois que j'avais aussi bugué sur ce mot. C'est un peu claustrophobe, c'est ça qui fait... Enfin non seulement la narratrice n'est pas fiable, mais en plus vraiment le manoir on a l'impression qu'il se referme sur les personnages et sur nous. Et il y a une ambiance assez poisseuse à un moment donné, je vais pas vous le cacher. Mais j'ai trouvé ça génial, et on passe en section spoiler. J'ai trouvé ça génial et aussi vachement tiré par les cheveux puisqu'à un moment donné... on se rend compte qu'en fait il y a quelque chose de très étrange qui se passe avec Rosa Valo. Il y a un voisin qui vient d'arriver évidemment, donc voilà. Il y a quelque chose qui se passe avec Rosa Valo et on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait claire, cette dame. Il y a un meurtre notamment qui va avoir lieu. Il y a éventuellement un côté surnaturel qui va aussi être mis en avant, notamment par notre personnage d'ailleurs, parce que on a... Alors, là le spoiler s'arrête momentanément. On a en fait des parties du roman qu'écrit Alex. Alors bien sûr je ne vais pas réussir à vous trouver. Voilà. En fait la typo change et on se retrouve avec une autre histoire, hein, l'histoire qu'invente Alex à partir d'idées qu'elle a eues. Et donc donc j'ai aimé avoir ces parties romans. On va passer en partie spoiler. Voilà. En fait, cette partie roman, elle va s'inspirer d'une femme qui aurait vécu dans la maison et qui serait morte, si je me souviens bien, parce que j'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il y a quelque chose... Enfin, oui, c'est forcément un personnage mort parce que on a l'impression parfois, ou la narratrice a l'impression parfois, que son fantôme va venir l'aider, en fait, dans la maison. Ce qui est
un peu bizarre, mais je me suis demandé en fait si c'était vrai ou si ça ne l'était pas. Donc en fait je trouve que ce livre est très très proche du fantastique, plus que du surnaturel. On ne sait pas si le personnage fantomatique est vraiment là ou pas. Voilà, la seule scène éventuellement qui m'a un peu gênée, c'est la scène où les filles se donnent leurs pronoms, parce que j'ai trouvé que c'était bizarre, enfin ça sonnait pas, enfin c'était étrange, ça sonnait pas vrai. Enfin moi j'ai trouvé que c'était une scène qui faisait pas vrai. Voilà, c'était... Mais voilà, ça donnait l'air d'être forcé. Alors après peut-être que c'est à cause du personnage qui initie la scène, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc on découvre que voilà, il y a des personnages qui ont des secrets. Il y a une bestiole sur mon livre. Il y a des personnages qui ont des secrets. Il y a un personnage qui va mourir. J'ai beaucoup aimé le personnage de Yana d'ailleurs, que je vous laisserai découvrir, mais vraiment elle est géniale. On va aussi, alors je vous l'ai pas dit au début, mais Alex avait une meilleure amie, Ren, dont elle s'est séparées, elles sont même devenues rivales, et Ren en fait va être prise aussi pour la retraite littéraire, ce qui va faire qu'on va avoir les deux jeunes femmes qui se détestent, ou en tout cas qui ont des griefs l'une contre l'autre, qui vont être dans la maison ensemble. Ambiance. Et donc voilà, c'était super, j'ai adoré. Et la fin est géniale. Et du coup je vous disais dans l'autre vidéo qu'on avait en fait l'idée, enfin Julia Bartz parle de l'idée, c'est en fait Rosa Valo qui nous parle de cette idée, parce qu'on se rend compte qu'en fait elle vole les manuscrits de femmes qu'elle tue en fait, ou qu'elle réduit au silence pour continuer à écrire. Parce qu'elle a écrit un roman qui était formidable et qui a eu un énorme succès. Le deuxième, c'était elle qui l'avait écrit aussi et il était pourri. Il a pas du tout fonctionné, c'était un flop. Et elle ne voulait pas être l'autrice d'un seul roman et donc elle a volé d'autres romans à des femmes. Et là, c'est ce qu'elle veut faire en fait avec cette retraite d'écriture. Elle veut voler le meilleur roman que les filles, enfin oui, le roman de la gagnante en fait. Elle veut lui voler, concrètement, si j'ai bien compris. Et enfin, j'ai bien compris, oui, c'est ça, clairement. Elle veut voler le roman de celle qui sera la meilleure. Et voilà. Et donc la fin était géniale, puisque Rosa pense que un écrivain a un chef-d'œuvre en lui, un seul, voilà. Elle, son premier roman, c'était son chef-d'œuvre. Et elle vole du coup les chefs-d'œuvre d'autres romancières. Donc soit qu'elle tue, qu'elle ne peut plus écrire après, soit qu'elle soudoie ou qu'elle garde près d'elle pour qu'elle ne parle jamais en fait, et pour qu'elle garde sa réputation. Et là, elle va exposer cette théorie et Alex à la toute fin, donc après le désastre de ce mois de retraite, elle se rend compte que elle ne peut plus, enfin elle a comment dire, elle est quand même traumatisée parce qu'il lui est arrivé. Enfin je veux dire, il y a des gens qui sont morts, enfin c'était assez horrible quand même ce qui se passe. D'ailleurs que ça se passe en hiver, donc il y a en fait une tempête de neige qui va coincer les filles dans la retraite littéraire, ce qui va un petit peu tout compliquer pour Rosa aussi. Et en fait j'ai adoré parce que Rosa est une psychopathe. Elle a tué des gens. Elle s'est enfuie, il me semble, à la fin. Donc, et elle va donner un message à comment ça s'appelle, à Alex. Parce que Alex va réussir à publier son livre. Et donc elle va lui envoyer un message. Et donc elle veut continuer. Enfin, la fin, c'est en fait, elle veut continuer à écrire. Mais elle veut pas le faire pour elle. Et pourtant, c'est pour elle qu'elle va le faire. Puisque elle nous dit que juste après avoir reçu ce message, elle recommence à écrire. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, on sent l'influence de cette bombe littéraire psychotique sur notre héroïne, qui devient du coup un peu plus grise et beaucoup moins innocente et beaucoup moins juste la victime du roman. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé cette fin mais incroyable. Mais vraiment, moi j'ai lu la fin et j'étais là. Mic drop, enfin je veux dire, incroyable, bravo. Et du coup j'ai aussi envie de tester la théorie de Julia Bartz, enfin de Rosa Valo, sur Julia Bartz. Est-ce que son prochain livre sera un chef-d'œuvre? Parce que du coup si on considère certains romanciers que j'ai lus et que j'ai adoré pour un de leurs livres, j'ai lu d'autres livres et j'ai pas réussi à accrocher, par exemple Stuart Turton, j'ai adoré The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, vraiment c'était incroyable. Par contre j'ai détesté, je ne me souviens même plus le nom du livre, le deuxième roman qu'il a écrit, et j'ai hâte de lire dans son troisième roman, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, la section spoiler est finie, donc je suis désolée pour ceux qui ne peuvent pas la regarder parce que du coup c'était super long. Mais bon, c'est un thriller donc je ne peux pas vous spoiler le thriller, c'est pas possible. Enfin, ce serait criminel de spoiler le
le roman est de spoiler un thriller, mais je vous le recommande à 100%. Et lui aussi il est très mal noté du coup, ce que je ne comprends pas. Donc allez le lire pour qu'il ait de meilleures notes s'il vous plaît. Il est noté 3,43. Oui, c'est pas beaucoup, hein, encore une fois, sur Goodreads. Donc voilà, j'ai fini cette partie sur les 2 meilleurs romans. Et donc la vidéo s'est rallongée de 20 minutes. Voilà. De rien. Donc on va revenir à la conclusion. Et merci de m'avoir écouté. Voilà. Maintenant je vous ai parlé de tous les livres. Et du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire quels sont vos meilleurs livres de l'année jusqu'à maintenant. Si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, bien sûr, vous avez envie de les lire. Voilà, je vous ai hypnotisé, vous ne le savez pas, mais maintenant vous allez lire tous les livres dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et voilà, merci beaucoup, et j'espère que vous allez passer, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi. Voilà, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!